Ouais, là, j'ai toujours mon petit chapeau. Putain, par contre, il fait chaud là-dessous, attendez. Peut-être régler ça avant d'accueillir notre invité. Hop. Ah, voilà. Avec le petit nœud en l'air, c'est quand même plus joli. Ce sera plus approprié. Comme notre prophète Mahomet, je reste toujours dressé, fier et droit comme un homme. Et attendez, la musique de fond, et je pense qu'on est bien là. Attendez, ça va pas du tout là. Eh, mon casque, regardez. Vous voyez, y a plus rien qui va en yeux, Claudie. Il y a le micro qui se déniappe, j'ai le casque qui part en couille. Bientôt, c'est le PC qui va se... C'est la fin. C'est la fin, les copains, c'est liquidation totale, on est en train de revendre l'émission, on revend même l'animateur, on va bientôt revendre peut-être les invités, je sais pas si je peux revendre Alibaba, je vais voir sur un marché aux esclaves, peut-être qu'il y a moyen de négocier un prix, bref, bonsoir à tous, bonsoir Alibaba, est-ce que tu m'entends tout d'abord? On va voir si techniquement tout va bien, sinon tu... Ah, eh bien, attends, je te laisse voir vite fait avec Échelon. Échelon, est-ce que tu peux le récupérer, descendre avec lui? Je vois qu'il y a Shana, et au pire, essayer de régler le problème en dessous, très rapidement. Et bonsoir Shana, tu es là? Salut. Et toi, on t'entend? Salut, salut. Voilà, bah tiens, qu'est-ce que tu fais là, tiens, pour la venue d'Alibaba en attendant qu'on règle le problème? Non, je me suis dit, ah, ça a l'air d'être intéressant par ici. Donc je me suis incrustée. Eh ben, tu as très bien fait de t'incruster. Échelon, es-tu là? Es-tu parmi nous, s'il te plaît? Ah! Attendez, quoique je vois un micro qui s'affiche là, non, c'est... Non. Échelon, est-ce que t'es là? Ah, je pensais que ça irait. Autorise-moi à parler, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien que tu parles. Bah, j'entends ta voix. Pourquoi entends-je ta voix? Pourquoi vois-je... Attendez, pourquoi je ne vois plus? Ok, bah il s'en occupe, c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Salam alaikum. Salam alaikum. Barakallahu fik. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'essaye d'apprendre. Ouais, alaikum le babal. Ah, ouais, bah, alaikum, Alibaba. Alors, bonjour, Alibaba. Je t'invite. Le son est bon déjà? Tu m'entends bien? Le son est bon, ouais. Là, pour le coup, je t'entends bien. Je vois un petit écho derrière, mais c'est pas grave, c'est les enceintes, on va faire avec. Bah, bonsoir, Alibaba. Tout d'abord, je t'invite, parce que bah, tu m'as invité pour un concours que j'ai gagné. Je pense que... J'espère qu'il y aura une deuxième étiration, parce que je veux d'autres concurrents. Je me dis, ils étaient bien trop faibles, ceux-là. Et comme je compte me convertir très prochainement, mon bout étant déjà coupé, je me suis dit que c'était l'occasion de enfin t'inviter. Et aussi de te dire que, bah, pour le coup, j'ai regardé pas mal de tes vidéos, et dont celle avec Marvel Fitness, je dois saluer tes performances. Et non pas sexuelles, bien entendu, comme le prophète, mais tes performances de débat. Et je trouve que, non, pour le coup, c'était une émission qui était assez parlante. On va pas se mentir. C'est vraiment, je suis triste et heureux en même temps. Pourquoi? T'aurais aimé que je t'admire pour d'autres raisons, c'est ça? Toutes les femmes me parlent comme ça, tu sais. Performance, mais pas sexuelle, hein. Mais... Ah mais après, je n'ai pas encore eu le temps de juger, hein. C'est pour ça aussi, peut-être que ça se trouve, je serais très ravi. Mais alors du coup, je me suis dit, méthode efficace, Alibaba, il faut qu'on l'invite. On m'a plusieurs fois dit, bah invite Alibaba, il est temps. Et du coup, te voilà. Alors Alibaba, je vais commencer tout simplement par te demander... Une seconde du coup, merci de m'avoir invité. Faut que je m'absente une seconde, désolé. Bah, vas-y, pas de soucis. Allez, salut, bonne soirée. Pas de soucis, absente-toi pour l'instant. Et je remercie en attendant pour le don Noël qui me dit cadeau de Noël. Et bien merci à toi Noël. Et en même temps ça va me permettre de régler mon Discord qui n'est pas affiché comme il faut. Comme ça bah, c'est très bien. Qu'il soit absent de enregistrement, voilà. Alibaba. Donc du coup je te reçois enfin. Et toute première question, bah du coup j'aimerais savoir... Est-ce que tu es né dans une famille musulmane, parce que tu es critique de l'islam, et connaître un peu ton parcours de vie, donc peut-être le contexte, s'il y a un contexte, est-ce que tu peux nous l'expliquer tout simplement? C'est-à-dire quoi, parcours de vie? C'est-à-dire la réponse en une minute ou la réponse en une demi-heure? La réponse en une demi-heure en vrai. C'est ça qui m'intéresse, okay. Ça, pour le coup. Ouais, vraiment pas celle en 5 minutes. Vraiment celle où, semblerait-il, t'as un parcours à l'étranger, t'as peut-être fait des écoles islamiques, je sais pas si j'ai tout bien compris par moment. Et j'aimerais bien que tu m'expliques vraiment comment ça commence, la genèse un petit peu, et ton avancée là-dedans. Bah bonsoir Zioclo, déjà je tire mon chapeau au meilleur mécréant de France, hein, 2024, titre que je t'ai donné moi-même, donc je suis pas peu fier de mon disciple. Merci. Je suis Alibaba, le plus grand imam de France, voilà. J'enseigne les textes de l'islam à qui veut bien les entendre, et j'enseigne ce qu'un imam n'oserait jamais enseigner, c'est pour ça que je suis le meilleur imam de France. D'ailleurs, le plus grand hadithologue également, donc je suis un expert en racontage de hadith. Ma chaîne YouTube, c'est Alibaba, le sagesse d'islam. Moi, je suis né dans une famille musulmane au Moyen-Orient, en Syrie, et j'ai grandi là-bas. Donc, mes plus vieux souvenirs, c'est quand on m'a coupé le bout. Et c'est les histoires qu'on me racontait pour m'enseigner l'islam. De ce que je me souviens, 50-60% des choses qu'on me racontait, 50-60% de mes souvenirs, c'est l'islam en fait. D'accord. C'est apprendre par cœur les
les formules magiques pour dormir, Dua al-Nom, Ayat al-Kursi, les 3 derniers petits versets du Coran, là, les Surat al-Nas, Surat al-Ikhlas, al-Falaq. Voilà, c'est mes plus vieux souvenirs, c'est l'islam. Donc famille religieuse, pratiquante, vraiment ou... Ouais, vraiment, Oui, c'est une ok. famille religieuse, pratiquante, et plus que ça, une famille respectée, en fait, dans la religion. C'est-à-dire qu'on était des références en termes de religion, on avait une réputation, et de ce que je sais, on disait que les gens voulaient se marier avec notre famille, parce que, en fait, islamiquement, on cherche pas quelqu'un de beau ou de riche, en fait, techniquement. On cherche quelqu'un qui a la foi, le din, qui est dans son din, on dit en français, tu vois. D'accord. Et du coup, quand on cherche pas, tu vois, quelqu'un qui a réussi, on cherche quelqu'un qui est de bonne famille en Syrie. C'est un peu comme ça. Et du coup, on avait cette réputation de gens sérieux, qui déconnent pas avec Allah. Voilà. D'accord. Et donc ton enfance, c'est comment en Syrie, comment ça se passait à l'époque? Parce que on sait peut-être des idées reçues, l'école, etc. Est-ce que c'est l'école islamique où il y a une école normale et l'islam c'est à côté, ou est-ce que c'était imposé? Comment c'était la Syrie? Mes souvenirs sont très vagues. Je sais même pas si j'ai grandi en Syrie. D'accord. On a été, de ce que je sais, on a été viré de la Syrie à cause de Hafez al-Assad, qui a fait pas mal de massacres, qui a fait des trucs. Donc on a beaucoup bougé au Moyen-Orient. D'accord. J'ai jamais été scolarisé, mais je suis arrivé en France, je crois que je devais avoir 5 ans. D'accord. Et ensuite, c'était des allers-retours, toutes les vacances scolaires, en fait, au Moyen-Orient et la vie en France. D'accord. Donc, techniquement, j'ai ces 2 vies, techniquement. J'ai été scolarisé en France, au final, donc c'est même l'école, j'ai commencé en France. Et j'ai vécu en Syrie, en fait, tout mon temps libre, quasiment jusqu'à mes 20 ans, je dirais, mes 18-20 ans. D'accord. Mes premières vacances, c'était quand j'ai apostasié, vers 23 ans. C'est la première fois de ma vie que je suis parti ailleurs qu'au bled, quoi. D'accord, vraiment, ok. Et alors, comment ça se passe l'arrivée en France avec l'islam, du coup parce que t'es musulman, j'imagine. J'étais petit, mais en fait, faut comprendre que on vient d'un monde où il y a rien à faire à part l'islam. Et du coup, quand on est arrivé en France, je m'en souviens très très bien qu'on branlait rien à part l'islam. En fait, on est arrivé dans une maison vide. Ouais. Et oui. Et ben, ma mère, elle lisait le Coran, elle priait, elle m'apprenait à lire, à écrire, à compter. Hein. Elle mettait un point d'honneur sur l'éducation. Notre famille mettait un point d'honneur sur l'éducation, qui est, je pense, aussi une raison islamique, mais aussi de fierté et d'honneur qu'on éduque tout le monde, même les femmes. C'est-à-dire, même les femmes, on les encourageait à avoir une éducation. Mais ensuite, une fois qu'elles avaient leur diplôme, on les encourageait aussi à rester à la maison et à s'occuper de la famille parce que c'est une tâche noble et que c'est comme ça que ça marche dans l'islam. Pour qu'elle soit mariable aussi, j'imagine, c'est important. Voilà. Et alors, la circoncision, t'as dit, tu t'en souviens? Est-ce que c'est pour la vanne ou... Non, parce que moi, je m'en souviens, j'avais 13 ans, mais c'était médical, tu vois. Alors, du coup, dans quel contexte tu t'en souviens, si c'est pas indiscret? Ah, mais c'est médical, ça a un effet anesthésiant, tu sais. Ouais, mais c'est pas ouf, hein. C'est ce que j'ai dit, justement, dans un débat avec un certain Kabyle. J'avais expliqué que malgré que ce soit médical, bah, j'avais un regret. Alors, j'imagine que si on te l'enlève depuis l'enfance et tout, c'est encore pire, donc voilà. Ouais. Moi, je me souviens d'un mec qui est venu au salon, qui a parlé avec mon père, et ils sont allés dans le salon, et moi, par curiosité, je voulais aller dans le salon pour voir c'était qui ce gars, et on m'a dit, attends, c'est pas ton business. En fait, j'ai l'impression, je pense qu'avant de circoncire, le circonciseur et le daron, ils bavardent pour voir, j'imagine combien ça coûte, et est-ce que c'est un mec fiable et qui va bien couper la teub de ton fils, quoi. mais je me souviens de cette scène. Après, je me souviens qu'on me l'a coupé, et je me souviens... J'imagine c'était dans le salon. Je me souviens pas qu'on me l'ait coupé en soi. Je me souviens juste de cette scène et je me souviens après à la djellaba qui colle pendant des jours et des semaines. D'accord. Tu peux plus pisser. En fait, t'as la djellaba en blanche tout le temps et le sang il tombe tout le temps dessus et du coup quand tu dors ça sèche, ça se colle. Du coup le matin tu dois l'enlever mais tu peux pas. C'est un peu comme te faire comment on dit. S'arracher un bout de. Ouais, c'est une épilation, ouais, pour dire ça. Une épilation, ouais, tu dois l'arracher d'un coup pour pouvoir ensuite pisser après. Ce qui est pareil, si t'as abandonné et que tu laissais coller et que tu pissais en même temps, bah t'avais mal parce que la pisse elle sortait pas. Genre c'était l'enfer, ça je m'en souviens très bien. Et je me souviens de ma circoncision et de plusieurs circoncisions de la famille. Les femmes étaient traumatisées. Elles étaient totalement traumatisées. Pas juste ma mère, hein, toutes les femmes. J'imagine les hommes aussi, mais les hommes ils avaient pas le droit de le montrer en fait. Mais en fait, elles pleuraient, elles allaient se cacher dans la chambre. J'ai l'impression que tout le monde savait qu'ils déconnaient tous, mais qu'ils se disaient, bon, on déconne une minute et après, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. Tout le monde l'a vécu, quoi. Tout le monde l'a fait, donc finalement, c'est une étape nécessaire, quoi. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est conscient qu'ils font quelque chose de mal, mais qu'ils n'arrivent pas à l'admettre, en fait. D'accord. Et tu penses que la militance sur la circoncision est importante en France ou pas?
Et même Non. au-delà. En fait, je pense les gens ils se rendent pas compte en fait. Ils se rendent vraiment pas compte de ce que c'est. Ils comprennent pas ce que c'est. Tu vois, quand on met ça sur le même plan que l'excision, par exemple, quand on dit que c'est des mutilations génitales, ils disent non mais c'est pas pareil. Genre, il y a vraiment cette défense bec et ongle du droit de couper des bites impunément. Même de la part de gens qui le font pas. Ouais, c'est Ça, vrai, je en trouve plus. ça. Bah, tout le monde voit ça comme quelque chose de tout à fait normal. Et l'exemple des États-Unis qui est cité, parce qu'il y a des gens qui le font pour l'hygiène, je sais pas quoi et tout, c'est pas une bonne raison non plus en fait, parce que bah, y a quand même des problématiques. Et c'est vrai que c'est pris souvent à la légère, et même par des gens qui, bah, du coup, sont apostats et tout, qui ne voient pas forcément de grands inconvénients, parce que c'est pas une militance pour eux, voilà, importante quoi. Mais alors pour toi, c'est quoi le problème de cette circoncision? Est-ce que Les tu gens peux ils me disent faire un que mon petit. son, il est pas bon. Je vais mettre le Ah, micro. vas-y. Oui, après, c'est les sons du PC, j'imagine. Donc, Toi, tu m'entends bien? bah, moi, je t'entends correctement, mais j'ai un casque. Donc, peut-être qu'ils se plaignent. Désolé, les copains. Je sais, vous avez besoin d'un Il y a micro pas de souci, professionnel. Ah, petit problème de connexion, je pense, ça a bougé. Ouais, il va revenir. C'est bon, on est bon. Vas-y, je te laisse te brancher. C'est un rite initiatique, t'inquiète. Mais oui, c'est pour ça, c'est un rite initiatique de se faire couper la teub. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand tu fais ça en plus dans des conditions traditionnelles, c'est pas les conditions médicales que j'ai eues, par exemple. Donc je suis pas sûr que ce soit aussi clean tout le temps. Je suis pas sûr que ce soit aussi propre. Tu m'entends mieux? Oui, là, je t'entends. Est-ce que vous l'entendez mieux, le chat? Voilà, c'est vous qui allez juger. Dites-moi, le chat. Est-ce que vous entendez mieux notre invité? Bonjour tout le monde, bonjour à toi mon cher Échon, est-ce qu'on l'entend mieux? Je vous laisse me dire, 1 on l'entend mieux, 2 on ne l'entend pas. 1, 2, 3, Voilà. je mange un bol de fraises. Après il y a un petit écho du coup, moi je trouvais que c'était mieux avant, mais eux Il y a disent toujours un oui. écho? Attends, non mais attends, vas-y attends, toi que j'attends. On me dit oui une fois, avec la prière ça passe, vas-y parle, quand même. 1, 2, 3, j'aime les fruits au sirop. Voilà, oui c'est mieux, d'accord, bon, chacun... Oui, ok. Ok. Ouais, si ça vous va mieux, parfait. Donc du coup, ouais, une lutte importante et pas pris au sérieux finalement la circoncision. Ouais, les gens, ça les fait rire. Non, mais regarde, t'es plus propre comme ça. En fait, ils prennent pas au sérieux le fait qu'on touche au corps de quelqu'un. Et d'un enfant, ouais. En plus de Et ça. d'un enfant, d'une personne qui en a pas besoin. C'est-à-dire, c'est au mieux un acte esthétique. C'est-à-dire, le nombre de gens qui disent ouais, mais comme ça, la tub, il est plus belle. Ouais, mais depuis quand tu vérifies si la tub d'un gamin elle est belle, quoi? déjà, depuis quand genre, pareil, on pourrait faire la même. Enlève les lèvres des gamines, c'est pareil, c'est plus plat, c'est plus propre. Ça n'a aucun sens en fait comme phrase. C'est du délire. Et en fait, on est dans cette hystérie collective où tout le monde est dans ce délire. Il n'y a personne qui le réalise. En fait, on est en 2025 et il n'y a personne qui s'en rend compte. Mais par contre, ils sont contre les transitions où du coup, c'est des adultes qui vont décider, par exemple, de faire des changements de corps qui peuvent être considérés comme des mutilations pour certains. Chacun regarde ce qu'il veut. Mais de fait, on pourrait considérer que voilà, c'est un choix d'adulte. Alors que là, c'est sur un enfant et c'est accepté par plus de gens et même des athées ou quoi. Hein. C'est pas qu'une question de croyants. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de flou là-dessus. Les gens ont un peu du mal à le prendre au sérieux, quoi. Et en plus, tu sais, là, c'est que récemment qu'on en parle sous un angle médical, mais le mec qui te coupe, en général, c'est sans anesthésie. Et c'est soit le coiffeur, soit l'imam, soit l'enthousiaste du village, tu vois. Le coiffeur. C'est un mec qui maîtrise les ciseaux et les couteaux. Eh ben, je sais Genre, pas, il y a le des boucher gens qui est ont témoigné chez moi. Oui. Ils ont vu, il y a un mec qui est venu il y a 2 semaines là. Il a apostasié et il est contre la circoncision depuis qu'il m'écoute. Il dit sa femme, leur premier gamin, elle est rentrée dans la salle avec lui, elle a regardé le mec découper au ciseau sa tub, elle était traumatisée et elle a quand même fait circoncire le deuxième. Mais elle n'est pas rentrée dans la salle, elle a dit à son mari rentre dans la salle. Ah, je regarde pas, quoi. D'accord. Alors tu vois, même si tu vois ça, t'arrives même pas à réaliser le problème. Et puis l'enfant réveillé, enfin c'est... Oui. Ouais, c'est tout. Et il y a toujours cette théorie moyenâgeuse. Ne vous inquiétez pas, les bébés, ils sentent pas la douleur. Tu sais, mais on est en 2025, les gars. Arrêtez de déconner. Mais t'as cru quoi? En Syrie, moi, je sais comment ça se passe quand tu fais une opération chirurgicale. Le médecin, il te demande avec ou sans anesthésie. Il te le demande, tu vois, parce que ça a un prix. C'est ça. Tu vois, faut que tu te réfléchisses. Est-ce que je me fais l'anesthésie ou pas? Et ça coûte pas des livres syriens de l'anesthésie. Ça coûte des dollars américains. C'est-à-dire que c'est pas accessible à tout le monde. Et alors du coup, comment on étudie l'islam pour s'y connaître autant que toi du coup? Est-ce que t'as fait un parcours islamique et si oui, lequel? Alors moi, que dalle. J'ai été formé par la famille tout le temps. D'accord. Genre, j'allais à l'école, et quand je rentrais de l'école, c'était apprentissage du Coran, c'était des bouquins. Et tout le temps, j'exagère un peu quand même. Genre, la moitié du temps, moi, j'étais quand même un gamin assez geek. Hein. J'aimais bien regarder la télé au début, après j'avais ma Game Boy, mais je veux dire au moins 1 ou 2 heures par jour, il y avait de l'islam, quoi. Et c'est un minimum. Et ça, c'est 1 heure ou 2 heures par jour d'enseignement. En plus de ça, évidemment, en fait, il y a plein de gens qui disent les prières, mais en fait, les prières, ça te bouffe ta vie. Hein. C'est-à-dire, depuis l'âge de, je sais pas, 7, 8, 9, 10 ans, je me souviens plus,
tu te réveilles à 4 heures du matin, tu fais tes ablutions, tu te réveilles complètement, tu pries, tu te recouches 2 heures, tu te réveilles, tu prends le bus, tu vas à l'école, puis à midi, tu pries, puis à 3h, 15h, tu pries, puis à 20h, tu pries, puis à 22h, tu pries. En fait, ça te bouffe ta journée et ton espace mental, tu te rends même pas compte. Et en fait, il y a une différence entre un mec qui fait ça comme ça à l'arrache et un mec qui le fait sérieusement parce qu'il croit qu'il veut le ticket pour le paradis. Ce gars-là, ça lui pourrit la vie. La superstition, le rituel, etc., j'imagine, qui ouais, c'est ça. Puis il y a l'apprentissage du Coran, en fait. On avait, par exemple, moi, je me souviens très vaguement, mais il y avait des règles comme une demi-heure de télé si t'as appris une page de Coran, un truc comme ça, tu vois. Genre, la priorité, c'était le Coran. Et ça a disparu au fil du temps, mais au début, l'enseignement qu'on avait en Syrie et en France, c'était la vie présente ne vaut rien, seul compte la vie après la mort, qui est un enseignement basique en islam, vraiment basique. Mais il faut vous imaginer entendre ça une fois par semaine. Donc moi, j'ai pas été à l'école coranique en tant que telle, c'est ma famille qui m'a tout enseigné. Quand on était au bled, c'était mes tantes qui m'apprenaient le Coran. On me racontait que des histoires d'islam. On peut pas parler de quoi que ce soit, en fait, à part d'islam, quasiment. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la Syrie aussi, c'était une dictature. Donc c'était... tout le monde était méfiant et silencieux. Parce que surtout en face à un gamin qui vient de France, parce que tu te dis, il comprend pas ce que c'est une dictature. Si tu dis un truc et qu'il le dit dans la rue ou quelqu'un l'entend, t'es dans la merde. C'est un peu comme la Corée du Nord, tu vois, c'est punition collective pour tout le monde. Ouais. Et du coup, on parle... Et à la télé, il n'y a rien. Tu vois, il y a la chaîne d'État et c'est tout. En fait, t'as que la religion. T'as l'appel à la prière dans la rue, tu mets tes babouches, tu marches 20 minutes, tu vas prier, tu reviens. Et je dirais pas que c'est juste, en fait, un endoctrinement simple et répétitif. Tu vois, t'apprends le Coran, on te raconte les histoires. On me dit souvent, comment tu en sais autant sur la religion? En fait, j'en savais beaucoup parce qu'on m'a tout raconté, que je m'en souvenais. Et en lisant les textes, je me suis souvenu de ce qu'on m'a raconté, tu vois. Genre les 3/4 des hadiths que je lis, je les connaissais déjà sans savoir que je les connaissais, en fait. C'est des histoires qu'on me racontait quand j'étais gamin. Un truc tout con, voilà, boire en 3 fois, tu vois. Beaucoup de musulmans le connaissent, tu vois. Tu bois une fois, tu t'arrêtes, tu respires, tu dis Bismillah. Tu bois une deuxième fois, tu t'arrêtes, tu respires, tu dis Alhamdulillah. Et tu fais ça 3 fois. Et après, quand tu demandes pourquoi, ils te disent le prophète Mohammed, il nous a dit que c'était plus agréable de boire comme ça. Et toi, tu parles avec cette règle, c'est plus agréable de boire comme ça. Mais qui a décidé que toute l'humanité trouvait ça plus agréable de boire en 3 fois? Oui, c'est vrai que c'est des rituels un peu superstitieux, quoi. C'est vraiment la superstition qui s'impose à la vie du croyant. Après, ça rend peut-être un peu paranoïaque, j'imagine, la peur d'être maudit, etc., le châtiment de la tombe. Et toi, comment vient l'apostasie, du coup, dans ton parcours? Bah attends, il y a beaucoup plus que ça, je pense, avant l'apostasie. Parce qu'il y a... Donc, il y a vraiment l'apprentissage du Coran, qui est un truc qui te bouffe, mais ça m'a donné un truc, c'est que maintenant, j'ai une bonne mémoire, je crois. Qui te bouffe, et en plus, tu dois le réciter d'une belle manière. Donc, tu as le tajwid que j'ai jamais appris. Moi, ça me cassait les couilles de chanter. Alors, c'est un truc. Ils m'ont tous engueulé. J'étais tête dure. Mais ils disaient, mais allez, il faut que tu chantes. Faut essayer de changer ta voix. Et moi, j'essayais de changer ma voix. Ils se foutaient de ma gueule. Je faisais, c'est bon, j'arrête de. J'arrête d'essayer de faire comme lui. Et en fait, il y avait au bled, il y avait des magasins de cassettes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les cassettes là. Oui, les cassettes, oui. J'ai 40 ans bientôt. Malheureusement, je sais ce que c'est. Là, tu avais des magasins qui vendaient que des cassettes. Tu vas, t'achètes une cassette et tu mets le mec qui récite le Coran. Et ça occupe à la maison parce qu'il n'y a pas le droit à la musique, évidemment. Il y avait vraiment une diabolisation des femmes aussi. C'est un truc de ouf. Genre, vous imaginez pas. Je vous jure, vous imaginez pas. C'est-à-dire que les gamines de 7, 8, 9 ans, on leur apprend déjà qu'elles sont des objets sexuels et qu'elles doivent se méfier et qu'on ne doit pas les approcher en tant qu'hommes. C'est ça. J'ai jamais vu dans une maison, quand tu invitais quelqu'un, les hommes et les femmes dans la même pièce. Jamais. Et pas dans la même pièce, c'est-à-dire ils se voient pas. C'est-à-dire visuellement, ils savent pas qu'il y a une femme, combien il y a de femmes dans la maison. Tu sais pas, est-ce qu'il y en a 1, 5, 10, 20? On met tout le temps des rideaux quand on sépare les pièces en 2 pour vraiment les gens puissent pas se voir. Et être une femme, franchement, c'était l'enfer. Genre, je vous dis pas. Genre, le truc que je me souviens qui me faisait vraiment mal au cœur, c'est les femmes, elles font à bouffer, les hommes mangent, puis les femmes mangeaient les restes. D'accord. Genre, on réarrangeait les restes pour que les femmes, elles puissent manger après. D'accord. Elles passent vraiment en dernier, comme des animaux un peu, quelque part. Ça. De la bouffe qu'elles ont cuisinée elles-mêmes, tu vois. C'est comme aux chiens, quoi. C'est la nourriture aux chats, quoi. Tu prends les restes et tu leur donnes. Ok. Et le truc qui me faisait délirer, c'est qu'en France, hein, il y avait des communautés jordaniennes, syriennes, saoudiennes que je fréquentais. Quand ils organisaient un event, ils allaient tous au resto, t'avais, je sais pas, 50, 100 personnes, tu vois. Et le resto était séparé en 2.
Genre, il n'y avait pas un rideau ou un truc, mais tu avais une grosse rangée de tables pour les femmes, une grosse rangée de tables pour les hommes. Et tout le monde s'asseyait naturellement, sans discuter, sans rien. Tu vois, ça se fait... Naturellement, ils ramenaient cette séparation ici. Il y avait ce malaise ambiant. Ou par exemple, moi, il y a un truc que je faisais souvent, alors que j'étais musulman pratiquant, à un moment, j'étais même plus que ma mère, je serrais la main aux femmes. D'accord. Je trouvais que c'était une marque de respect de dire bonjour aux gens et je leur serrais la main. Et parce qu'en fait, en France, à l'époque, les gens se faisaient tout le temps la bise, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Tout le monde faisait la bise. Si vous êtes jeune et que vous écoutez, vous savez pas, mais tout le monde, tout le temps, on se faisait la bise tout le temps. Et du coup, ma mère dit, touche pas les femmes, c'est l'enfer. Ma grand-mère me dit la même chose. Du coup, bon, je vais pas les envoyer chier. Genre, moi, ça me faisait bizarre de faire comme les frères, tu vois. Mettre la main sur le cœur, dire salam, ma sœur, tu vois, à une Française. Du coup, je leur serrais la main. Et ça, tout le monde m'en voulait dans la famille. On me disait, non, mais tu exagères, tu es trop... Il y en a qui me disaient, ouais, non, mais en vrai, t'es open, tu vois, t'es calme, t'es light. mais pourtant, il y a juste ça, tu vois, le fait de se serrer la main, c'était bizarre dans ce milieu. Quoi, ouais. Ouais. Et il y a cette idée de fornication, genre tu lui serres la main, après tu lui envoies un texto, après elle est enceinte, elle doit avorter, et son frère, il veut se venger, et du coup, il te casse la gueule, tu vois. Il y a un crime en général, c'est ça les histoires qu'on te raconte. Genre, mais doucement, je vais serrer la main, mon gars. Et il y a des imams du web d'ailleurs que je vidéoscope qui font exactement ces discours, tu vois. Genre, j'avais vidéoscopé la dernière fois Nader Abou Anas, il y a une vidéo à 2 millions de vues, il me raconte une histoire du mec le plus pieux de la ville. Il met la femme de son pote dans une niche pour la surveiller pendant qu'ils vont à la guerre. Et petit à petit, il se dit, ouais, je vais lui apprendre le Coran, ouais, je vais lui tenir compagnie, ouais, je vais lui donner à manger moi-même, je vais faire manger moi-même. Et à la fin, il la met enceinte. Et après, il bute le bébé et il se dit, non, mais elle va dire à ses frères que j'ai mise enceinte. Il bute la femme et après, les frères reviennent et ils le crucifient. Alors, il y a cette pente glissante comme ça qui est en fait une réalité vraiment pour ces gens-là. D'accord. Et du coup, l'endoctrinement, donc tu l'as vécu jusqu'à quel âge? Bah, en fait, c'est dur de dire jusqu'à quel âge. Parce que quand est-ce que tu dis il y a un sursaut ou est-ce que déjà depuis longtemps, depuis l'enfance, tu dis il y a un problème quand même? Vers 8-9 ans, déjà, je demande à mes parents, tu vois, genre... Mais toutes ces histoires qu'on me racontait, genre, c'est vrai, tu vois. Genre, il y a vraiment un dieu dans l'espace. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand j'apprenais le français, j'ai demandé comment on dit Allah. Et on m'a dit Dieu. Et moi, j'ai mal entendu, j'ai entendu vieux. Du coup, pendant 1 ou 2 mois, je me souviens avoir appelé Allah le vieux. En croyant que c'était ça le mot pour dire Dieu en français. Après, ça passe, hein. Ça peut passer. Ça peut passer. Techniquement, ça passe. Après, on m'a engueulé. Pourquoi tu l'appelles le vieux? Respecte un peu. Et donc, au fur et à mesure de non-réponse, t'as eu plusieurs doutes. C'est quoi les doutes? Voilà, je dirais genre 9 ans, j'ai eu un doute. Puis 13 ans, j'ai eu un doute. 17 ans, j'ai eu un doute. Et entre les doutes, bah, j'essayais de... Je me disais, mes parents ont raison. Et donc, je m'enfonçais plus dans la religion. En fait, c'est un truc où soit tu t'en... Tu vois, ça... on voit pas mon doigt sur la caméra. Tu vois, ça fait des boucles comme ça où tu descends petit à petit. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, au fur et à mesure, tu... Après, ça dépend pour qui. Mais pour toi, du coup, t'as pu... sortir au fur et à mesure. Alors, c'est quoi les premiers déclics, les vrais trucs qui commencent à t'éloigner, on va dire, soit de la pratique ou même du fait de croire à ces choses? Bah, premier déclic, je pense, c'était c'était les femmes. On les a tellement diabolisées, mais dans la société française, quand je voyais une femme, je me disais, c'est la même chose que moi, en fait. Genre, je comprends pas. Je buguais, tu vois. Elle fait des études comme moi, elle mange comme moi, En fait, je comprenais pas la différence, tu vois. Pourquoi elles sont des diables et moi, bah, je suis un mec qui va au paradis, quoi. Genre, j'avais cette notion d'injustice qui me faisait bugger. Et en fait, c'est normal parce qu'on t'isole tellement des femmes et on te dit tellement non. Tu vois, en islam, on t'enseigne. Le bon croyant, c'est celui qui, quand il voit une femme dans la rue, baisse son regard. Du coup, on t'apprend même à ne pas regarder. Genre, les femmes n'existent plus dans ton champ de vision mentale. Pas juste visuel, juste dans ton champ de vision mentale, tu considères plus que c'est une femme. Mais en fait, comme j'ai eu la chance d'être confronté à des femmes parce que je suis allé à l'école, parce que j'étais en France, bah, il y avait la différence entre cet enseignement et ce que je voyais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que j'allais à la mosquée, mec, tous les vendredis. Et en fait, tous les vendredis, je sais pas si tu sais, il y a un prêche, en fait. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait le fiqh islamique sur ma chaîne YouTube, la loi islamique, on a lu le prêche du vendredi. Donc, tous les vendredis, tu as un enseignement islamique par l'imam. Et bah, tous les vendredis, j'y allais. Et tous les vendredis, j'avais l'impression que le mec était plus con que moi. Et ça m'a vraiment fait bugger. Et je pense pas que c'est arrogant, c'est-à-dire pas plus con que moi, plus con que la moyenne, tu vois. Genre plus con que mon père, plus con que mon oncle, plus con que mes cousins. Genre, le gars qui faisait le prêche, j'avais l'impression, genre, je faisais le contraste avec mes profs à l'école, et il était perché, le mec, c'est pas possible. Il m'enseignait des trucs. Et pourtant, j'étais musulman, tu vois. Mais il a pas le niveau par rapport à un prof. Genre, il n'y a pas de raisonnement construit, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de...
D'ailleurs, je me venge un peu là-dessus parce que je suis en train d'écrire mon livre, Incroyable Islam, qui va bientôt sortir. Hein. Je vous témoignerai. Et du coup, tout ce qu'on m'a pas illustré, j'ai illustré. Voilà. D'accord. Comment pratiquer l'islam avec des schémas, des dessins, des diagrammes, des processus, tu vois, étape par étape. Tu t'es fait chier. Voilà, j'ai tout illustré pour bien me venger. Parce que je tiens à mon titre de meilleur imam de France quand même. Hein. Mais alors souvent on dit que l'islam sunnite c'est quand même quelque chose d'assez logique, enfin dans le sens où c'est construit pour que ce soit logique. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Je veux dire que ça suit une logique qui est voilà, sur sa base on va dire, hein, pour être précis, elle a une base, et si on suit cette base et ses mécaniques, c'est plutôt logique. Mais en dehors de la réalité. C'est logique, c'est quelle que soit ta question, tu as une réponse. D'accord. C'est pas que la réponse elle est logique, c'est pas que la réponse elle est construite, quelle que soit ta question, tu as une réponse qui te fait fermer ta gueule. Un exemple concret, là, j'ai lu, il y a un hadith où Mohamed il dit les femmes éjaculent, et si le sperme de la femme arrive avant le sperme de l'homme dans l'utérus, l'enfant ressemble à sa mère. Et du coup, j'étais en train de lire les web, sur le web, les savants là sur Islam QA et autres, qu'est-ce qu'ils disent? Et en fait, ils répondent. Ils te donnent un truc complètement à ton côté de la plaque et ils disent donc cela confirme le hadith. Tu vois, ils te donnent la recette de la tarte aux pommes, donc ce hadith est vrai. Et en fait, tu as ça. Pour tout dans l'islam, tu as cette réponse, tu vois. Et si à la fin, tu n'as pas la réponse, tu as le mot magique que Allah nous a donné. Allah, c'est mieux. Allahu a'lam. Et hop, tu n'as plus besoin d'expliquer. C'est bon. Tu t'es évité l'embarras d'expliquer un truc. Et du coup, l'obsession du sexe dans l'islam. C'est un truc de dingue. Hein. Alors, j'allais te dire, ça t'est venu d'où? Est-ce que ça t'est venu de l'islam, du coup? Ou tu t'es dit, ah, c'est un truc qui est intéressant à apprendre. Pourquoi t'as penché, on va dire, ton attaque là-dessus, sur les débats? Parce que c'est vachement intéressant, je trouve, justement. D'aller sur le sexe, le caca, le pipi, le sexe, tout ce qui est... Voilà. Non, attends, c'est pas la même chose, le pipi et le sexe. Enfin, pipi, caca et sexe, ça peut s'associer. Je dis pas qu'il faut le faire, mais voilà, faites-le. Non, c'est pas associé. Mais pourquoi cette obsession, on va dire, dans l'islam, du sexe, comme d'autres pratiques un peu étonnantes? Non, j'ai pas d'obsession, moi je parle tous les sujets en islam. Après, je suis expert du caca. Et je te parlais pas de ton obsession à toi, je disais de l'islam, c'est pas la tienne. Je pense qu'il y a plusieurs choses, Zioclo. La première, c'est qu'il y a le caca. Voilà, ça, c'est le voile. La raison pour laquelle je suis obsédé de ça dans mes débats, c'est parce que c'est vraiment l'enseignement islamique le plus débile. Tiens. C'est le créateur de l'univers en personne s'est déplacé parce qu'il y a une femme qui pouvait pas chier en paix. Tu vois, il s'est pas déplacé pour une guerre, il s'est pas déplacé pour une famine. Non. Il s'est déplacé en personne pour trouver une solution au problème d'une meuf qui pouvait pas chier en paix dehors. Et je trouve ça, et en plus, c'est un argument que personne n'utilise. Surtout, personne ne sait pourquoi Allah a décidé de donner le voile, tu vois. On te dit non, mais c'est pour respect, par soumission à Allah, parce que ça attire les hommes. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a eu ce caca et Allah il a trouvé la solution adéquate. Le raisonnement islamique, il est là. Saouda faisait caca dehors. D'ailleurs, elle s'appelle Saouda, qui veut dire noir en arabe, parce qu'ils en avaient tellement rien à foutre qu'ils l'ont appelée noire. Elle faisait caca dehors. Un mec l'a harcelé, Omar, le compagnon bien guidé. Allah s'est creusé les méninges. Il a dit option 1, on punit Omar et les harceleurs. Option 2, on voile les femmes. Et son raisonnement, par A plus B, il a fait option 2, on voile les femmes. Voilà. On voile les femmes parce que Saouda ne pouvait pas faire caca. Ça n'a rien à voir avec le respect, l'honneur, la dignité, quoi que ce soit. Après, ça a été transformé comme ça et ça a été réutilisé. Mais en premier lieu, Allah, il a résolu le problème comme ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième, le sexe. Il y a une obsession du sexe dans l'islam. Ça, c'est clair et net. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as été jeune, Zioclo, mais à 15, à 12, 20 ans, oui. Tu as des choses qui se passent dans ton corps, que tu sois un homme ou une femme. Effectivement, il se passe beaucoup de choses. Et ça, c'est une mécanique qu'on utilise dans beaucoup de sectes, hein, mais qui est qu'on criminalise la masturbation. Ça s'appelle la fornication de la main en islam. La fornication de la main, c'est mignon. Genre ta main devient un vagin d'un coup, c'est intéressant. Toi-même forniquer, donc fais l'amour hors mariage avec ta main. C'est ça que ça veut dire, fornication. T'as un escargot, quoi. C'est ok, intéressant. Donc il y a cette obsession et ce contrôle du sexe des gens. Et à tel point que moi, comme j'étais bon pratiquant, j'ai dit à mes parents, mais écoutez, vous comprenez qu'un jeune, ça a ses besoins, du coup, je veux me marier. Ils vont, non, tu peux pas te marier parce que t'as pas d'argent. Mais vous foutez de ma gueule, maintenant, faut que je paye pour du sexe, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution, pourquoi je dois donner de l'argent? Il fait, bah, faut bien que tu t'occupes d'elle. Mais elle aussi, elle fait des études, elle aussi, elle travaille. Genre, le raisonnement était débile. Et un autre délire aussi de bédouin, c'est que chez nous, la consanguinité, elle est normale. C'est tout à fait envisageable de se marier entre cousins. Et ce qui me fracasse, c'est que les communautés, en général, les communautés arabes
en France qui viennent du Moyen-Orient, de Syrie, de Jordanie, d'Arabie Saoudite. C'est des communautés de gens éduqués. Pour la simple et bonne raison que les mecs pas éduqués, ils n'avaient pas les moyens de quitter le pays. C'est les médecins, c'est les ingés qui avaient du pognon et qui ont réussi à quitter le pays. Et du coup, tu as des communautés de médecins, d'ingés, de je sais pas quoi, qui sont pour la circoncision, alors qu'ils feraient jamais ça en d'autres circonstances. Des médecins, tu as des médecins qui sont pour, alors qu'ils savent que c'est mal, tu vois, parce qu'ils sont musulmans. Et qui sont pour le mariage consanguin. J'ai eu un débat avec un mec comme ça, là, qui s'est prétendu médecin, un gynéco, qui était pas contre le mariage consanguin. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Les mecs, ils ont fait 8 ans d'études de médecine, ils savent parfaitement comment ça marche la consanguinité. Et ils sont pour le mariage cousin-cousine, parce qu'Allah l'a dit. Et leur cerveau, ils déconnectent, en fait. Ils ont un angle mort dans leur cerveau. C'est pas qu'ils sont cons ou malhonnêtes. C'est dès que ça parle d'islam, le cerveau, il s'éteint. Que tu sois médecin, ingénieur, docteur, en droit, ce que tu veux, tu vois. Et qui apporte des compétences. Ton cerveau, il s'éteint. T'acceptes parce que c'est l'islam et qu'Allah l'a dit. Et ça, c'est une vraie problématique, du coup. Et ça, tu penses qu'il y a moyen, du coup, que les débats puissent faire avancer tout ça ou pas? Quand on est à la... Mais bien sûr. Genre, à un moment, on va se rendre compte, tu vois, du problème. On va s'en rendre compte. En fait, je pense qu'on est à un point historique dans l'histoire de l'humanité. À certains endroits du globe, au moins, on a des générations qui sont toutes éduquées. Voilà. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent non, mais les gens, ils sont bêtes, t'as vu le niveau des gamins et tout. Non. Avec Internet, ça a changé. On a 100% quasiment, je dirais, les 95% de gens qui ont une éducation unique. Hein. Genre, on sait tous lire, on sait tous écrire, on sait tous compter, on sait tous écouter un discours et le comprendre et l'analyser. Genre, c'est un truc, je sais que vous ne voyez pas ça, mais moi, je trouve à l'échelle mondiale, c'est un truc de ouf. Et ça va à un moment changer le monde. C'est sur ça qu'on doit capitaliser maintenant, c'est l'éducation des gens. La religion, elle s'est battue sur l'ignorance et l'obscurantisme. Et comme maintenant, il n'y a plus d'ignorance et d'obscurantisme, qu'est-ce qu'ils font les autorités religieuses, les imams, les savants? Ils font de l'ignorance une fierté. Ils la glorifient. Ils la mettent sur un piédestal. Allah, c'est mieux. Je n'ai pas la science. C'est leur dernier recours pour verrouiller le fait que les gens sont éduqués. Vraiment, pour te donner la différence, on parle de gens qui, à 50 ans, il y a 50 ans, hein, ils chiaient dans la rue et ils se torchaient avec des cailloux. Et ils comprenaient pas que s'il y avait une merde dans de l'eau, l'eau était contaminée. C'est ce niveau d'ignorance qu'on avait il y a 50-100 ans dans certaines régions du monde. Et parfois encore aujourd'hui. Hein. Alors dans le Gange, qui est un nid à toutes les pourritures, les gens ils se baignent par exemple. Tu vois. Oui, ils boivent l'eau même pour des rituels. En Inde, ils boivent l'urine des vaches. Et nous, au Moyen-Orient, on se fout de leur gueule et on boit l'urine des chameaux. Et je te jure, on faisait ça. Ils sont trop cons, ils comprennent pas qu'une vache, c'est de l'urine de vache, ça pue, tu vois. Avec son verre d'urine de chameau à la main, le gars. Mais alors, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est on n'a jamais eu autant accès à la connaissance. Certes, il y a de plus en plus de gens qui ont de la connaissance, mais on voit des régressions, genre les États-Unis, tu vois, ils mettent un Trump au pouvoir, il y a peut-être aussi une porte ouverte aux religieux, justement, c'est une sorte de retour religieux. Alors, comment tu le perçois, ça, justement? Est-ce qu'il n'y a pas une confrontation, finalement, de l'athéisme face à un petit recours religieux qui revient? Non, je pense pas. Moi, je pense vraiment que la religion recule dans le monde. Il y a peut-être cette illusion, mais moi, je pense vraiment que ça recule. Ils sont en train de se battre. Parce que je te dis, le terreau, c'est l'ignorance. Le terreau, c'est la peur. Et un des terreaux principaux et des raisons pour lesquelles, dans ma famille, on était extrêmement religieux, c'est la pauvreté et le manque de confort. Quand tu es au milieu du désert et qu'il n'y a rien à foutre, eh ben, tu es religieux, oui. T'as une mosquée et un Coran. Et le seul livre, c'est un Coran. Bah oui, à un moment, tu vas lire le Coran et tu vas aller à la mosquée. Il n'y a rien d'autre. T'as rien d'autre. T'as pas un téléphone social, etc. Oui. Et tu vas rendre visite aux gens. Et quand tu vas rendre visite aux gens, bah, il faut prier, il faut ceci. Voilà. Donc, et maintenant qu'on a des hobbies et tout, je pense que la religion, vraiment, elle est descendue d'un cran, même si on s'en rend pas compte. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses, du coup, de l'époque, des influenceurs de Majid Oukasha, par exemple, à Jack le Fou, des critiques de l'islam francophone YouTube. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de ces gens-là? Et est-ce que tu penses que leurs méthodes sont intéressantes? Parce que j'aimerais avoir ton avis aussi sur, du coup, cette sphère. Et puis les apostats. Il y a deux trucs. Moi, je connaissais pas Jack le Fou à l'époque où je connaissais Majid. Mais le premier truc qui m'a choqué, c'est pourquoi il n'y a personne qui le fait. Genre, Majid Oukasha, il était quasi seul dans la francophonie. Genre vraiment, c'est un truc qui nous concerne tous. Il y a énormément d'apostats sur Terre et il y a quasiment personne qui en parle. Et en général, des mecs qui ont quitté l'islam, j'en connais des darons, tu vois, qui ont 50-60 ans, ils disent non, mais moi, je veux pas de problème. Et du coup, ils restent dans son coin. Ils comprennent pas l'impact du truc sur le reste du monde, tu vois. Ils comprennent pas que si eux ne parlent pas, leurs enfants auront à gérer la même situation qu'eux. Et c'est d'ailleurs ça que je fais dans mes débats sur TikTok. Le mec, il dit non, mais moi, je veux pas de conflit. D'accord, mais t'es heureux comme ça? 100% du temps, les gens, ils disent non. Et t'as envie que tes enfants ils soient malheureux comme toi t'es malheureux aujourd'hui?
Et le mec, il dit non. Et là, il réfléchit. Il se rend compte qu'il est en train de donner le même problème qu'il a eu, il est en train de donner à la génération d'après. Et c'est pour ça, moi, je tape sur l'islam, pas parce que ça m'amuse. Enfin, si, ça m'amuse un peu, mais parce que je me rends compte qu'il y a vraiment personne qui en branle une. Hein. Enfin, je dis personne. Non, du coup. Il y a peu d'activistes. Gros kudos. On est 10, quoi, tu vois. On est 10, on est 20. Ça commence à grandir, mais ça m'a surpris qu'il y ait vraiment personne dans le game. Quand je m'y suis mis, je me dis, bon, bah, je vais chercher des groupes et je vais m'y mettre. Et encore une fois, quand je dis personne, non, je reconnais le travail. Du coup, Majid, il était tout seul. Et après, il y a eu les gens qui ont commencé, que j'ai connus en premier. Donc, il y avait Bébert de Koufr FM, il y avait Musex Muse, il y avait Amir et le Cercle des Apostats. Ouais, il y avait Suleiman de Soleil Apostasie à l'époque. Il y avait Soleil Apostasie, voilà. Il y en a eu quelques-uns, tu vois. Mais quand je dis personne, c'est au compte-gouttes, quoi. C'est une dizaine. Oui, puis pas impactant médiatiquement. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'impact d'un Jack, par exemple, ou d'un Majid Oukacha à l'époque, qui permet un petit peu de faire percer le message aussi, peut-être. Non, mais impactant médiatiquement, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il y a un contre-discours. Impactant... L'impact, il viendra selon la demande et le besoin. En fait, ça sous-entend soit qu'il y a une demande, effectivement, et que Jack y a peut-être répondu à ce moment-là, mais quand je dis impactant, c'est que ça permet de mettre en lumière du coup des Alibaba, etc. Machin. Tu vois, sinon, je suis pas sûr qu'on aurait pu autant en parler. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. En fait, Jack, il a une excellente méthode que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai pris des éléments. Moi, ma méthode préférée, c'est plus la lecture de texte, mais ça marche moins. C'est pour ça que je me suis mis au débat. Et je me rends compte que ça marche pour une raison toute simple, c'est qu'effectivement, on n'a jamais, offert une critique aux musulmans de leurs idées, jamais. Et je le réalise, en fait, parce que ça fait 1 an que j'ai commencé. Donc, je commence à réaliser c'est quoi le problème, je commence à nommer le problème, je commence à réaliser ma responsabilité dans résoudre ce problème. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprends au fur et à mesure. 1, qui n'ont jamais reçu de critique de leurs idées, et 2, qu'il y a tellement de gens qui sont assoiffés, et je me rends compte moi-même, de remettre à leur place tous ceux qui font appel à l'autorité religieuse. Vraiment, il y a une faim et une soif, parce que des gens, tu sais, qui se sont fait écraser toute leur vie, et par écraser, moi je te le dis clairement, imagine, toi, t'es pas musulman, et à 4h du matin, tous les jours, t'as l'appel à la prière qui te réveille. Tous les jours. Et quand je dis l'appel à la prière, c'est genre 3 fois le volume de ton réveil, tu vois. C'est impossible à éviter, ça te pète les plombs. Et t'imagines ça tous les jours, pendant 40 ans, alors que t'es pas musulman. C'est ça, en fait, que... c'est une revanche, c'est une revanche contre l'autorité, quoi. Qu'importe l'autorité. C'est une revanche contre l'autorité que tu n'as jamais eu le droit de remettre en cause. Et cette revanche, moi, je suis en train de la donner à ces gens et de leur dire, prenez votre revanche vous-même. Quand vous venez et vous me dites, heureusement que tu le fais parce que moi, j'aurais pas le courage de faire ça à ma famille, je dis, mais c'est pas ta famille, c'est pas toi, c'est la terre entière, mec. Tous ceux qui veulent t'écraser, pourquoi tu les laisses faire? Pourquoi tu les laisses faire? La peur, hein, et c'est ça que ça a fait l'islam. Ça a anesthésié l'amour-propre des gens, qu'ils soient musulmans ou pas. Est-ce que ça T'es musulman, t'as plus d'amour-propre. Tu coupes la teuf de ton gamin et parfois tu excises ta fille. Hein. Dans l'islam, il y a l'excision. Elle est recommandée. D'accord. Donc il y a des gens, ils n'ont pas d'amour-propre. Ils font du mal à leurs enfants. Et une fois qu'ils sont complices, évidemment, ils ne peuvent plus remettre en cause l'autorité. Évidemment, ils sont complices. Et quand t'es pas musulman, t'as plus d'amour-propre. Tu dis, ouais, mais ils marchent dessus, mais si je me fais tout petit, ils marcheront pas dessus trop souvent. Tu vois, ça sert à quoi de vivre ta vie où toute ta vie tu baisses les yeux? Après, c'est le contexte social qui veut ça aussi. C'est-à-dire, par exemple, dans une famille, un milieu peut-être qui est musulman, donc du coup, effectivement, il y a une sorte de honte sociale. Enfin, voilà, on te jette un petit peu de côté, quoi. Tout à fait. Je veux pas dire que c'est facile, mais la question c'est est-ce que vous êtes heureux comme ça? Je sais que c'est non. Vous êtes malheureux et vous faites rien pour changer. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Et je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est pas risqué, mais c'est ça qu'on nous a pris et j'essaie de leur faire ouvrir les yeux à tous là. Et en fait, c'est normalisé d'écraser celui qui est différent dans un monde arabo-musulman. C'est-à-dire que moi, je me souviens, pendant des années, quand j'ai dit à ma famille, j'en ai marre de votre secte de tarés, là, j'en veux plus. Je veux plus de vos mariages consanguins, je veux plus de vos prières 50 fois par jour, je veux plus de vos formules magiques. C'est-à-dire, moi, je devenais fou. Tu vois, même eux, ils savaient, c'est bon, j'en ai marre de l'islam. Tous les jours, ils me sortaient des hamdullah, bismillah, et allez, viens, Ali Baba, c'est vendredi, on t'emmène à la mosquée. Tu vois, ils ignoraient complètement, en fait, au quotidien, le fait que je n'étais plus musulman. Mais ton consentement, il s'en fichait, quoi. Fallait que tu paraisses musulman, quoi. Voilà, il faut que je paraisse musulman. Il me disait, ok, t'es plus musulman, mais ne le dis à personne. À un moment, j'étais tous emmerdés, j'ai dit, je fais ce que je veux. Hein. Tu vois, même dans toute leur douceur et leur gentillesse, ils t'écrasent tous les jours. T'es plus musulman, mais à 4h du matin, toute la maison se réveille pour prier. Et c'est le bordel, et du coup, toi, t'entends le bruit et tu te réveilles. Tu vois, c'est un enfer, en fait, ce quotidien. On te dit, t'es plus musulman, quitte l'islam, fais ta vie. Tu peux pas. Pendant le ramadan, tu manges tout seul à midi. Tout le monde te regarde bizarrement. Je peux pas faire ma vie. Tu vois, le respect, ça vient de continuer de faire semblant d'être musulman. Et ça, c'est normalisé. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont pas dit qu'est-ce qu'on a fait de mal envers Ali Babal. Ils disent qu'est-ce qui ne va pas chez Ali Babal, tu vois.
C'est moi qu'il faut diagnostiquer et c'est moi qu'il faut corriger, qu'il faut soigner. Tu vois le Ouais, je vois bien délire le souci. Mais alors, du coup, t'as pu assumer, toi, ton apostasie ou pas au niveau de tes proches? Ou c'est Bah, ça m'a pris du temps. Hein. c'est toujours compliqué, vers peut-être 23 ans. Non, ça m'a pris du temps. Vers 23 ans, j'ai apostasié. Et vers 25 ans, je l'ai assumé. Et vers 27 ans, j'ai dit fuck à tout le monde. Genre, ça a pris beaucoup de temps. Entre 23 et 25, je savais même pas que j'étais apostat. En fait, j'ai juste arrêté de prier, arrêté de réciter des formules magiques tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, tu fais subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu récites 3 fois tel verset, 3 fois tel verset, 3 fois tel verset. En fait, ton cerveau est tout le temps occupé. Tu as tout le temps le cerveau occupé par une sorte l'islam. d'épuisement, ouais, comme dans les sectes, Ouais. quoi. On épuise les gens par le rituel. C'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu ça. Et alors, question de Victoire. Victoire. Je comprends que des gens, des individus veulent sortir d'une dérive sectaire, mais se moquer de ceux encore dedans, les traitant d'idiots buveurs de pisse. Alors, c'est pas exactement les propos, me semble-t-il. Ça doit juste les radicaliser? Non. Voilà, alors, c'est la question. Est-ce que finalement, appuyer sur des choses comme ça et s'en moquer, alors, je peux prendre Bébert, qui aime bien un petit peu blasphémer, etc. Est-ce que tout ça est efficace ou est-ce que ça les radicalise? Voilà, la question En fait, est posée. tu prends le problème à l'envers. Tu prends le problème à C'est l'envers. pas moi, c'est Victoire. Oui, en plus, Victoire, elle est complètement débile. Je regarde Oula. ça. Eh, Victoire, je t'ai posé ta question. Démerde-toi. Alors, non, mais je te dis, le problème, il est pris à l'envers. Celui qui se fout de la gueule du monde, c'est celui qui dit qu'il y a une valeur à boire de la pisse de chameau. C'est lui qui se fout de la gueule du monde. Celui qui se fout de la gueule du monde, c'est celui qui écrit un texte comme quoi une femme a fait caca et du coup, à cause de ce caca, les femmes doivent se voiler. C'est lui qui se fout de la gueule du monde. C'est pas moi qui montre ce texte. D'ailleurs, j'ai vu la dernière vidéo là d'Alex Islam qui est. Bravo pour ton apostasie, Alex Islam. Il avance, hein. Il avance. Ali Babal, il est vulgaire. Mon pote, c'est pas moi qui a écrit un texte où Saouda va chier et qui justifie que toutes les femmes sur Terre portent le voile 1400 ans après. C'est pas moi qui a écrit un texte aussi vulgaire. La vulgarité, c'est de mépriser l'intelligence des gens. Ça, je trouve ça vulgaire et insultant et dégradant. Quand on dit à quelqu'un, si tu rentres pas aux toilettes du pied gauche et que tu dis pas la formule de protection contre les démons des toilettes, il va t'arriver des bricoles et tu seras envoûté par les démons. Ça, je trouve ça extrêmement vulgaire. Mais il y a des mecs qui disent, mais c'est notre foi, c'est notre superstition. Ça, c'est la vraie vulgarité. Et cette vulgarité, moi, je la remets à sa place. Les gens qui écoutent, ils écoutent pas parce que je suis vulgaire. Ils écoutent parce qu'ils se rendent compte que l'islam est vulgaire. Je le formalise et je mets les mots dessus. Et j'ai même pas besoin d'inventer. J'ai qu'à mettre à l'écran ce que l'islam dit. C'est ça la vulgarité. C'est une insulte à l'intelligence. Moi, quand je vois Alex Oui, c'est une Islam, insulte. pour moi, Alex Islam, c'est quelqu'un qui est cortiqué, qui est loin d'être un débile. Et il sait que je suis pas du tout d'accord avec l'islam, mais je comprends pas en fait qu'il y croit. C'est-à-dire, je sais qu'il est loin d'être con. Donc je me dis, bon, il doit se dépêtrer avec des raisonnements, des biais pour essayer de protéger sa croyance. C'est le pire. Et un jour, il apostasiera, je pense. Mais vas-y. Ouais, pour faire sa vidéo, il a dû lire les textes. Parce que moi, je les connais, les textes qu'il a mis à l'écran. Et s'il a lu les textes, il est rentré dans un pétrin encore plus grand. Parce que par exemple, il m'a repris sur... non, mais il n'y a pas qu'un seul verset pour le voile, il y a aussi avec Zainab, par exemple. Bah oui, mais du coup, si tu vas sur ce verset, tu te rends compte que c'est pas un voile, c'est le rideau qu'il a mis pour pouvoir baiser Zainab chez lui parce qu'il y avait un mec qui voulait pas sortir. Et Zainab, c'est qui? C'est sa cousine, avec qui il a pas de mariage parce qu'il a été marié par Allah en main propre. Et il avait vu son cul, et il a dit, oh, gloire à Allah qui fait chavirer mon cœur. Tu vois, quand tu commences à lire les textes, tu rentres dans des pires trucs. C'est pour ça que sa vidéo, elle fait 10 minutes, parce que s'il avait mis le texte en entier, bon, on aurait le cul de Zainab, on aurait... tu vois. Littéralement, il a dit gloire à Allah qui a fait chavirer mon cœur. Et après, il est allé coucher, d'après Ibn Kathir, il est allé coucher avec elle immédiatement parce que Allah les avait mariés. Il n'avait pas besoin de contrat de mariage ou quoi que ce soit. Genre, c'est le texte le plus insultant et le plus débile pour l'islam. Évidemment qu'il ne le met pas à l'écran, ce mec. Pourquoi tu crois, moi, je dis des trucs approximatifs pour que le musulman il aille vérifier? Et en vérifiant, il tombe dans cet enfer de sources-là qui raconte toutes des histoires de caca et de cul. C'est pas moi qui est vulgaire, c'est marqué noir sur blanc. Et alors, du coup, ça marche ou pas cette méthode? Est-ce que tu as eu des retours positifs, etc. Déjà, Alex Islam me donne de la visibilité. C'est que ça a un peu marché. Alex Islam, moi je pense qu'un jour il finira apostat. Je lui ai dit on mangera au resto si tu veux, même musulman, mais je suis persuadé que tu finiras apostat si tu continues à étudier comme ça. J'en suis persuadé. C'est mon avis. Hein. Et alors, l'apprentissage du débat, du coup, est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu disais qu'avant tu débattais pas? Est-ce que tu as été obligé de remettre en question des choses dans ta méthode? Quelles sont les limites de la méthode? Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas, après on a appris sur le tas. C'est-à-dire que moi je débattais sur Twitter avec Bébert.
Vous avez toutes mes vidéos d'ailleurs sur la chaîne, hein, les toutes premières vidéos qui font 300 vues, là, tout au bas, c'est mes premiers débats Twitter. Ils sont tous là. D'accord. Après Twitter, j'ai commencé à faire les textes, j'ai fait la sira. C'est ça qui a commencé à me ramener du monde, de lire la biographie de Mohammed encore. En fait, au début, j'ai fait les débats, puis le Coran, puis les hadiths. Donc je lisais Bukhari, on faisait de la hadithologie avec Flamesh. Et j'ai pris Bukhari, là, il y a 7000 hadiths, on a fait de 1 à 3500, et après Flamesh, elle est plus revenue, et j'avais plus le cœur de continuer la hadithologie. Mais en gros, on lisait les hadiths à l'écran, un par un, voilà. Et tout à l'heure, tu parlais... Vas-y, je te laisse continuer sur Et la méthode. après, j'ai fait la sira, la biographie de Mohammed, et après... Quand Jack est arrivé dans le game, je me suis dit, ah, c'est marrant ce qu'il fait, et j'ai commencé à débattre et ça marchait bien. Du coup, j'ai continué. Très bien. Voilà. Et du coup, tu parlais de risque tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas assez de monde, enfin, il y a plus de monde maintenant, il n'y en avait pas assez à l'époque. Est-ce qu'il y a un risque à critiquer l'islam? Est-ce qu'on en fait trop quand on dit c'est dangereux? Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Est-ce qu'il n'y en a pas vraiment? Est-ce qu'il faut qu'on soit plus nombreux pour qu'il y ait moins de risques s'il y en a? Je te laisse. Non, c'est absolument dangereux de critiquer l'islam pour une bonne raison. L'islam, c'est quelque chose qui a, comment on dit, codifié la barbarie. Voilà. Ça a codifié la barbarie et ça a légitimé la violence. Car les textes, ils sont très, 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 très clairs. Mohammed, dans sa biographie, toutes les 2 pages, dit qui va aller couper la tête d'un tel, il m'a insulté. Tu vois, c'est pas on va lui faire un procès, c'est pas il a fait quelque chose de grave, c'est il m'a insulté, tu vois. Il a insulté Allah et son messager, il a combattu Allah, c'est l'ennemi d'Allah. Et après, on lui ramène la tête et Mohammed, il prie devant la tête, il fait 2 unités de prière, comme toi tu les fais à la mosquée. Donc vraiment, c'est glorifier de mourir et de se faire tuer, quoi. Et donc c'est normal que c'est risqué. Mais je pense que le plus gros risque, c'est la mort sociale, vraiment. Est-ce que vous êtes prêt à assumer une mort sociale ou pas? Si vous ne l'êtes pas, bah le faites pas. Après, le risque de cette mort sociale, c'est... moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on est pris en otage aujourd'hui par l'islam. Tu as soit le risque de mort sociale, soit le risque de mort tout court, comme Samuel Paty. Et tant que cette situation de prise d'otage existe, bah moi, je ne vais pas laisser passer. Je ne vais pas tolérer. Et quand tu dis mort Donc, qu'il y sociale... ait un risque ou qu'il n'y a pas de risque, je m'en fous. Je ne supporte pas d'être pris en otage. Voilà comment je pense. Par esprit d'opposition et de rébellion, et tu as raison, je pense. Mais qu'est-ce qui fait la mort sociale, selon toi? Est-ce que tu peux expliquer pour les gens pourquoi il y aurait une mort sociale? Ouais, bah, il y a ce que j'ai dit, par exemple, quand tu es complètement déphasé avec le groupe, tu vois, tu ne vas plus faire les prières avec eux. Tu vas plus à la mosquée avec eux. À chaque fois qu'ils te disent salam alaikum, moi, maintenant, ça m'hérisse le poil, tu vois. Ouais, je vois qu'on me dit Allahu Akbar quand il se passe un truc, tu vois. Il y a un mec qui éternue, il te dit ça, Allah Yakbal, ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a plein de formules magiques qui te gonflent au quotidien. L'appel à la prière, ça te gonfle. Moi, je vais au bled 5 fois par jour l'appel à la prière, mais ça me rend fou. Moi, ça me rend fou. Hein. Quand tu as eu 25 ans et que tu en es sorti, bah, tu te rends compte à quel point c'est délirant comme concept. Ça, c'est le meilleur des cas, c'est quand tu es déphasé par rapport à la pratique des gens. Le ramadan, bah, c'est bizarre le ramadan. Tu te rends compte que ça sert à rien ce qu'ils font. Ça, c'est quand tu es déphasé. Mais le pire, c'est quand tu es rejeté. Donc, c'est tout à fait normal de rejeter sa famille islamiquement parce qu'ils sont plus musulmans. C'est normal, ah bah, tu vas me dire, on leur coupe la tête. Donc, oui, ils sont complètement rejetés. Mais en plus, il y a vraiment cet encouragement de tu n'es plus mon fils. D'ailleurs, il y a eu plein de micro-trottoirs au Moyen-Orient où les gens disent qu'est-ce que tu fais si ton fils a te pote? Ah, c'est plus mon fils, je lui casse la gueule, je lui coupe la tête. Genre, c'est normalisé. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Même en Syrie, je me souviens, on disait souvent les adultes qui parlaient d'un enfant, ils disaient Tortolo ou Tfono. Donc, comme ça. Toi, tu butes et moi, j'enterre. Pour vraiment dire, on va être tous les deux violents envers le gamin, t'inquiète. Et le mec, il parle de son fils à un autre adulte, tu vois. C'est vraiment pour dire, tu seras sévère avec lui, je serai sévère avec lui. Pour vraiment faire peur aux gamins qui se soumettent. Genre, il y a vraiment cette normalisation de la violence qui est culturelle et encouragée par l'islam. Il n'y a pas de texte de loi islamique ou de parole du prophète qui dit celui qui frappe son enfant a commis un crime et sera torturé en enfer, tu vois. Et pour les critiques de l'islam, du coup, c'est dangereux aussi? Je n'en sais rien, pareil, je me pose pas la question. Je n'ai pas un dangeroscope, tu vois, ou un dangeromètre. C'est souvent une question qui revient. Je l'avais posée à Jack, il a dit c'est pas une question que j'évoque et j'ai pas envie d'en parler, parce que je peux comprendre. Je te pose la même question, savoir si je le prends en compte ou non. J'ai l'impression que tu t'en fous. C'est pareil, je m'en fous. Que ce soit dangereux ou pas, je fais le boulot, tu vois. Ouais, je comprends. Mais après, moi, j'aurais tendance à dire c'est même peut-être pas si dangereux si on le fait suffisamment nombreux. Plus ce sera nombreux, moins ce sera dangereux, me semble-t-il. Mais bon, ça, c'est une question. Et alors, à la suite de cette question, les menaces de mort, parce qu'on voit des fois ce genre de choses qui se font, comment les prendre dans les critiques de l'islam, comme toi, des Adela, etc. Il y a plusieurs façons de voir des fois des gens qui viennent un petit peu vous asticoter ou vous proposer des sentences radicales. Comment faire face à ça et comment ne pas avoir peur? Moi, j'en sais pas, je me pose pas la question d'avoir peur ou pas. La question, c'est
comment on fait pour détruire l'islam. Et pour détruire l'islam, il faut des bons arguments. On est en 2025, il n'y a plus personne qui considère qu'une menace de mort, c'est pertinent comme argument. Donc si je multiplie les musulmans qui utilisent l'argument islamique de la menace de mort, eh ben, ils m'aident à détruire l'islam. Donc pour moi, les gens qui me menacent en public, c'est mes alliés. Voilà, c'est mes amis, je le dis direct. C'est des mecs qui détestent l'islam et qui viennent m'aider à le détruire. C'est clair et net. C'est une belle manière de dire les choses. Je suis plutôt d'accord là-dessus. C'est une belle manière de dire les choses. Et une fois, j'ai un mec, il m'a dit donne ton adresse. Et du coup, je lui ai donné 72 boulevard de je sais plus quoi, le commissariat de Roubaix. Et 2 semaines après, il revient. Il fait pourquoi t'as pas donné la bonne adresse? Ils sont bêtes. Hein. Ils sont un peu bêtes. Hein. T'imagines, le mec, il a fait Marseille-Roubaix pour aller au commissariat. Ouais, je pense qu'il a juste regardé sur Google, mais c'est. Il avait l'air tellement énervé, je pense qu'il y est vraiment allé. C'est triste. Il m'a insulté pendant 10 minutes après ça. Moi, j'en fais une compile de tout ça. Hein. Je compte faire la deuxième partie, là, du coup, des menaces, etc. Je censure un petit peu parce que YouTube aime pas trop ça, mais c'est vrai que je pense que c'est les meilleurs alliés, effectivement. Quoi. C'est ce que j'avais dit. Quoi. Finalement, l'islam est le meilleur allié. L'allié idéal, c'est un mec qui menace de mort calmement. Parce que c'est ça qui me permet de faire le contraste. Ah, tu me menaces. Pourquoi? Ah, donc c'est efficace. Tu veux dire que pour défendre l'islam, il faut menacer. Tu vois, je parlerai comme ça. Qu'il soit pas un dégénéré qui insulte. Pardon. Non, je dirais pas un dégénéré qui insulte, mais effectivement un mec posé qui aurait des arguments pour justifier sa démarche. Quoi. Et une de mes techniques à chaque fois, c'est je comprends ce que tu dis. Tu veux dire que, et je reformule exactement ce qu'il a dit. Et ça fait tourner le cerveau, je pense. Mais en général, ils font qu'insulter. Du coup, je mets la musique et je les laisse. Hein. C'est ça, malheureusement, c'est un peu le problème des cassos. Et alors, du coup, le mot apostat, est-ce que c'est un mot nécessaire? Moi, je considère que c'est un terme qui est peut-être. Malheureusement, qui parle toujours voilà, pour les croyants, et du coup c'est un peu comme le blasphème, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas trop de valeur, mais il est nécessaire pour les militants. Est-ce que tu considères que du coup le terme apostat est important à mettre en avant? Je sais pas, je pense qu'il va se diluer dans la masse. En fait, l'idée de ma démarche, elle n'est pas encore bien rodée, c'est t'as pas besoin d'être apostat ou musulman, ou même de parler l'arabe pour fracasser l'islam. De la même manière que t'as pas besoin d'avoir compris le code noir ou de l'avoir lu pour être pas content d'avoir été un esclave, tu vois. Ce qui te nuit, t'as pas besoin de le maîtriser pour dire que tu nuis, que ça te nuit. Point final. Le débat s'arrête là. C'est pour ça que je fais au minimum quand on me dit tu parles arabe, je fais non, je parle pas arabe. Pour que les gens disent ah, mais si on parle pas arabe, on peut quand même faire comme un babal. Quand on me dit t'as pas la science, je fais ah bon, explique-moi. Tu vois, toujours pour mener le mec sur, même si je suis un gros demeuré, un gros lard assis dans mon canapé pas coiffé, eh ben je fracasse l'islam sans effort. C'est ça le message que j'envoie. C'est que Jack fait un très bon travail, hein, même mieux que moi, où il crée le contraste et il a une méthode rigoureuse pour faire ça. Moi, ma méthode, c'est plutôt de dire aux gens, sans faire le moindre effort, tu fracasses les pires dégénérés de l'islam, les pires imams, les gars qui ont les pires discours, tu vois. Et ça se fait sans effort. C'est ça que j'essaye de montrer. Il y a un minimum d'effort quand même, en vrai. On va pas se mentir, t'as des connaissances qui sont là. T'as un minimum de connaissanses, parce que si tu connais rien du tout, tu peux le faire, mais tu vas être obligé quand même de t'intéresser à un texte et avoir un minimum de contexte pour avoir, je sais pas, un angle d'attaque. Si tu connais rien, c'est très peu. Si tu connais rien, c'est que l'islam n'a pas eu d'impact dans ta vie, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Un exemple aussi, concret, c'est la circoncision. Moi, j'explique très rarement à quoi ça sert un prépuce. J'ai pas besoin. Tu n'as pas à toucher mon corps, point final. Tout le reste, c'est du délire. Tu vois, t'as pas besoin de connaître les textes, c'est juste un plus en fait. Mais ça, c'est une illusion créée par l'islam. C'est une illusion extrêmement bien créée par l'islam que pour critiquer l'islam, il faut le connaître. Mais dire que tu sous-entends que moi, qui n'aime pas l'islam, je dois l'étudier pour dire que je l'aime pas? Quand je veux pas entendre l'appel à la prière dans la rue, pourquoi je dois connaître l'islam pour expliquer que je veux pas l'entendre, tu vois? Je veux juste pas entendre de nuisances sonores dans la rue, fous-moi la paix. Tu vois le délire, t'as pas besoin de connaître plus que ça pour quand ça te nuit. En fait, ça je suis d'accord. Par contre, pour rejeter quelque chose, t'as pas besoin de connaître plus que ça. Par contre, de fait, pour pouvoir le critiquer et que ça a un impact quelconque, je pense qu'il faut un minimum, quoi. C'est-à-dire le minimum de connaissances basiques, de ah tiens, il y a un appel à la prière, pourquoi? Parce que Allah il a dit, tu vois. Alors, rien que ça, déjà, voilà, c'est une base quoi, pour pouvoir dire ah mais Allah c'est qui? Est-ce que c'est un dieu? Ah mais pourquoi serait un dieu? T'as une sorte de socle. Si jamais tu connais pas tout ça, effectivement, me semble-t-il. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe là-dessus. Mais bon, après, il y a plein de gens qui disent effectivement non, mais un jour tu vas voir, tu montes ta tête, tu prends la confiance, il va t'arriver un truc. Et ces gens-là qui le disent, c'est des apostats ou des non-musulmans. Genre, eux-mêmes font partie du problème. Ils créent l'environnement dans lequel je devrais avoir peur, tu vois. Ils disent ouais, mais quand même, t'as pris des risques, tu l'as bien cherché. Mais c'est-à-dire quoi? Je suis obligé. C'est-à-dire que ne plus être musulman et l'assumer en public, c'est un risque. C'est quoi ce délire? C'est un aveu de faiblesse.
C'est un aveu de faiblesse, les gars. Ça, je suis d'accord. Comme le fait de ne pas se montrer, c'est un véritable aveu de faiblesse aussi. Sans être critique vis-à-vis de ça, c'est de dire que malheureusement, je pense qu'en vrai de vrai, comme tu le dis, c'est des menaces et c'est une ambiance qu'on entretient qui n'est pas nécessaire. Et moi, souvent, je dis, tout ce qui est doxing et tout, c'est vraiment Internet. C'est-à-dire, c'est l'ère d'Internet qui permet le doxing, c'est pas les musulmans qui font du doxing spécifiquement. C'est-à-dire, c'est Internet, tu fais chier un mec sur Minecraft, il peut venir te doxer et te souhaiter ta mère. Donc, définitivement, pour moi, les gens qui sont un peu apeurés par des menaces, en fait, c'est qu'ils connaissent peut-être pas suffisamment Internet aussi et comment il fonctionne, en fait, tout simplement. Parce que c'est pas les musulmans qui ont les meilleures méthodes. J'ai déjà vu des méthodes utilisées qui sont bien pires et par des gens tout à fait random, sans aucune bonne raison. Et encore moins la religion, quoi. Donc c'est vrai que la peur est pas si grande que ça, je trouve, finalement. Mais vas-y. Mais non, mais je comprends que le doxing c'est illégal, mais en un sens, moi je donne raison à Jax. Si le fait d'avoir ton nom et ton prénom, c'est un argument pour te faire taire, on a échoué. On est dans une société toute pourrie, je suis désolé. Je suis plutôt d'accord. Et puis c'est l'ère d'Internet, si quoi. Mon nom et mon prénom, t'as mon nom et mon prénom. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux dire, c'est comme ma taille et mon poids. Tu les as, on s'en fout, tu vois. Qu'est-ce que tu vas en faire? Non, mais les gens tremblent juste à l'idée du prénom, effectivement, parce que c'est l'anonymat d'Internet. On s'est habitué à ça, en fait. On s'est habitué à dire tout et n'importe quoi sans aucun souci, et pensant que c'était pas un problème et qu'on pourrait pas nous retrouver, sauf que, si, on peut te retrouver. Après, est-ce que c'est un problème que tu dises tout et n'importe quoi? Non. Donc, même si on te retrouve, c'est pas très grave, en fait. Après, si jamais t'es menacé, après, c'est le rôle de la police, etc. Et il faut pas hésiter à, justement, prendre toutes les démarches nécessaires. Alors, je vois qu'il y a un Jordanix dans la salle. Je vais voir s'il y a des questions pour toi. Si jamais il y a des questions pour Alibaba, je vous laisse les poser dans le chat. S'il y en a qui veulent venir discuter dans le Discord, ça va être le moment de venir discuter avec nous dans le serveur. Vous êtes musulman, vous pouvez aussi venir. Vous n'êtes pas musulman, vous pouvez aussi venir. Voilà, si vous êtes autre chose, alors vous faites ce que vous voulez de votre vie. Et vous pouvez nous rejoindre donc sur le serveur Discord qui va être spammé dans le chat. Bonsoir Jordanix, est-ce que tu as une question? Oui, vous m'entendez bien? On t'entend plutôt très bien, un très bon micro. Enfin, je trouve. Oui, j'ai une question. Moi, je suis un peu comme G. Milgram, c'est-à-dire un fan absolu d'Alibaba. J'écoute peut-être pas toutes ses vidéos, mais ça fait plaisir. 95%. Du coup, j'ai une question. Je vais me faire un peu l'avocat du diable pour ce soir, parce que souvent, tu parles de circoncision. Et tu dis, non, ça sert à rien, c'est inutile, et les autres, ils te disent, si, nanana, nanana. Et moi, je suis un petit coquin, et je me suis renseigné auprès de Santé publique France, auprès de l'OMS, et de ce que j'ai trouvé, il semble, au moins pour le VIH, qu'il y ait une certaine utilité. Après, dans quelle mesure exactement, j'ai pas regardé en détail, mais en tout cas, une utilité est significatif par rapport aux non-circoncis. Donc, du coup, là, maintenant, ma question se pose. Moi, j'ai un peu de mal parce que j'ai une contradiction entre toi, ce que tu dis dans tes lives, et l'OMS et Santé publique France qui, apparemment, disent le contraire. Alors après, j'ai peut-être pas été chercher assez loin. Et quelle est ta position concrètement là-dessus sur la circoncision finalement, en sachant que moi, je suis de ton côté. Enfin, je veux dire, je suis plutôt contre la circoncision à la base. Non, mais t'as la réponse à cette question ou pas? Oui, là par exemple, tu vois, je suis sur les recommandations de l'OMS qui disent que effectivement ça prévient contre l'infection du VIH à hauteur de 60%. Tu vois. Je crois que le seul c'est le VIH finalement, c'est le seul intérêt à la limite qu'on pourrait y trouver. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même l'OMS a été jusqu'à faire des campagnes. Alors de circoncision, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, une campagne de circoncision? Mais en tout cas, dans certains pays d'Afrique, dire en gros, ouais, vu le nombre de personnes porteuses du VIH qu'il y a dans ces pays-là, effectivement, il vaut mieux continuer dans cette direction-là. Tu vois, c'est ce que j'ai là sous les yeux, et je me dis, toi, finalement, quel est ton discours là-dessus, tu vois? Oui, merci. On s'en fout. Parce que 60%, c'est zéro. T'as pas envie de circoncire tout le monde pour qu'il soit protégé à 60% dans une relation non protégée. T'as envie que 100% des gens aient des relations protégées. Alors, quand tu dis à un mec 60% de chance, déjà, c'est zéro. Vraiment, c'est zéro. Si c'est pas 99%, c'est zéro. C'est-à-dire, t'as une chance sur deux de quand même choper le VIH, mec. Oui. Et si tu as une relation non protégée, c'est-à-dire que tu es en train de dire aux gens, continuez à avoir des relations non protégées, vous aurez 50% de chance pour une maladie.
Ensuite, c'est normal. C'est normal que tu aies moins de chances d'avoir le VIH si on le circoncis. Le VIH, il s'attrape les récepteurs sont dans les muqueuses que tu enlèves quand tu circoncis. De la même manière, tu n'auras plus de champignons au doigt de pied si tu t'en... Allô? Oui, vas-y. Ah ouais. T'inquiète. Non, il y a eu un bug. Tu n'auras plus de champignons au doigt des mains ou des pieds si tu t'enlèves les doigts des mains et des pieds. Est-ce que ça en vaut la peine? Troisième point, on s'en branle qu'un gamin de 8 ans ait 50% de chances de moins de choper le VIH lors d'une relation non protégée. Si tu as 18 ans et que tu veux même t'enlever les couilles, bah, tu auras moins de chances d'avoir un gamin, fais-le. Le truc, c'est que on fait la circoncision sur des gens non consentants, en bonne santé, qui n'ont pas besoin d'être protégés à 2-3 ans contre le VIH. Ils n'ont pas besoin. Ouais, ils auraient 18 ans, on s'en foutrait. Pas du VIH. Voilà, c'est ça. C'est des chances réduites. Et des chances réduites de l'attraper pour le mec. C'est-à-dire qu'il peut quand même le donner à la meuf. C'est tellement minime comme avantage, c'est vraiment un avantage tellement minime que ça vaut pas la peine de faire une intrusion sur l'intégrité physique d'une personne non consentante. Et d'ailleurs, médicalement, c'est ça qu'on se dit. S'il n'y a pas toutes les bonnes raisons du monde de le faire, on ne le fait pas. Vraiment, c'est-à-dire, on va jamais, dans tous les autres scénarios, on n'ouvre jamais un être humain, on coupe jamais un être humain, on fait jamais de chirurgie sur un être humain, sauf s'il n'y a pas le choix ou que la personne le demande et que c'est OK. Par exemple, se faire enlever les lunettes, tu vois, les chirurgies laser pour les yeux, ou se faire un tatouage, ou tu vois, il faut que la personne soit consentante, informée. Sinon, si on fait quelque chose sans consentement, c'est genre, tu vois, tu as 75% de chances que ta chirurgie cardiaque réussisse et 25% que tu meurs et tu es inconscient. Oui, là, on va prendre la décision pour toi parce que l'avantage, il est énorme. Et entre survivre à une chirurgie cardiaque, c'est-à-dire la mort, et ne pas choper le VIH avant 15 ans lors d'une relation non protégée, tu vois qu'il y en a un, la valeur, elle est énorme, et l'autre, bon, on peut s'en passer jusqu'à 18 ans, tu vois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas juste une chirurgie non nécessaire. C'est une chirurgie que les mecs qui considèrent eux-mêmes dans leurs avantages, qu'ils disent comme préventive. Le fait que ce soit préventif, on doit être encore plus prudent. Tu vois, genre, tout ce qui est dans ce genre de choses, on ne le ferait jamais dans aucune autre circonstance médicale. À aucun moment, on va enlever l'appendice à tout le monde pour éviter qu'ils aient des appendices. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui, je vois. Vraiment, c'est un raisonnement médical basique qui est complètement court-circuité pour le cas de la circoncision. Alors, je terminerai juste là-dessus. Et effectivement, malgré les recommandations de l'OMS qui valident entre guillemets la circoncision dans certains pays où le taux de VIH a explosé, ils ont quand même remarqué, comme tu le précisais, des comportements qui favoriser en fait la transmission du VIH, puisque ces gens-là du coup se sentaient protégés et donc se disaient bon bah ça sert à rien d'avoir un préservatif quoi, et du coup bah ça créait encore plus de problèmes. Donc de ce point de vue-là je suis d'accord avec toi. Par contre là moi la page que j'ai sous les yeux c'est que ça concerne l'OMS, donc il précise de façon claire que ces programmes de circoncision doivent obéir aux principes de droits de l'homme avec le consentement éclairé adultes et des enfants, et si les mineurs ne sont pas suffisamment mûrs ou si c'est un nouveau-né, le consentement des parents est indispensable. C'est-à-dire que bah ils sont en mode ok, si le papa veut circoncire son fils de 3 mois, 1 an, eh ben ok, ça respecte les droits de l'homme. Est-ce que toi t'es d'accord avec ça au final? Parce que moi j'y vois quand même un problème, tu vois, enfin je sais pas. Non mais il y a 3 délires là-dessus. Pourquoi il y a ça sur le site de l'OMS? Parce que de base, ils circoncisaient sans demander aux parents, l'OMS. Il y a eu un scandale avec George W. Bush où il circoncisait les gamins à l'école, il les prenait à l'école, il les mettait dans le bus, il les amenait au centre, il les circoncisait, il les rendrait chez leurs parents, les parents ils savaient même pas. Il y a eu tellement un scandale qu'ils ont été obligés d'écrire ça en réaction parce qu'ils voulaient quand même continuer de couper des bites. Ils voulaient quand même continuer de saisir des bites dans leurs mains, prendre une paire de ciseaux et la couper comme ça. Et comme ils voulaient continuer, et ils se sont dit bon bah on va quand même demander l'accord des parents, c'est vrai qu'on a un peu abusé. Et les mecs qui faisaient des campagnes en Afrique citaient un homme circoncis-toi. Il t'informait même pas, le gamin, il sait pas pourquoi on l'a circoncis. Il comprend pas, le gamin de 15 ans, 14 ans, qu'on l'a circoncis pour telle ou telle raison. Parce que c'est un homme. Si c'est pas un homme, t'es pas circoncis. Ensuite, qu'un parent puisse faire une chirurgie qui ne peut pas se réparer et qui n'est pas nécessaire sur un enfant, ça devrait être interdit en toutes circonstances. En toutes circonstances. Okay. Ça protège pas du VIH, mais bon, ça a une protection, ça a un risque réduit. Très bien. Bah, ton gamin, il baisse pas avec des gens qui ont le VIH jusqu'à preuve du contraire. Même si ça donnait un risque réduit, mais une capote. Du coup, la circoncision, elle sert à rien. Il y a rien qui va dans cette histoire. Comment tu peux modifier le corps de ton enfant de manière irréversible, alors que c'est pas nécessaire.
c'est pas nécessaire. Il peut décider Ouais. par lui-même. Je tiens quand même à préciser, hein, pour les gens qui nous écoutent, je suis du côté de Ali Babal concernant la circoncision. Je suis plutôt contre, mais c'est vrai que je suis étonné de voir que l'OMS valide le fait qu'on enlève un bout d'un enfant sur simple autorisation des parents. Mais pourquoi Quoi. ils font ça? C'est un business médical parce qu'ils vendent aux States, ils vendent les machins pour attacher le bébé. Parce qu'aux States, ils font ça au bébé quand il est né. Hein. Ils vendent les petites tablettes là où tu attaches le bébé en croix comme ça et ils vendent les petits outils pour mettre sur la bite du bébé et tu tournes et ça coupe le prépuce. Ils les vendent ces machins. Quel cauchemar. Et du coup, ils cherchaient le marché. Il y a un mec qui vendait ces machins qui cherchait le marché en Afrique. Et du coup, il s'est inséré avec ses potes à l'OMS et il a réussi à faire ça. Et ils ont fait passer ça sous l'amendement anti-sida de George W. Bush. Mais à la fin, c'est des dégénérés. Il n'y a pas de bonne raison de faire ça. Pour le faire, il faudrait une excellente raison. Une excellente raison. Et c'est plus propre, c'est pas une excellente raison, parce que tu peux laver. Tu as un risque réduit de VIH, c'est pas une bonne raison, parce que tu peux mettre une capote. Tu vois, s'il y avait une excellente raison, on pourrait. Mais toutes les raisons avancées peuvent être remplacées par quelque chose de moins destructif, moins invasif. Ok, bah dans l'absolu, moi je suis plutôt d'accord avec toi, c'est-à-dire laisser les gosses tranquilles, et si à 15, 16 ou 17 ans, le gamin, il veut se Petit souci. faire... Ouais. Du coup, je suis choqué de cette décision de l'OMS, quoi. C'est juste ça que je voulais relever, quoi. Après l'OMS, des fois, des décisions qui peuvent être un peu atypiques. Hein. Ils ont été contradictoires pendant le Covid. Ils avaient dit à l'époque que le jeu vidéo était pas bon. Après, pendant le Covid, ils ont dit que c'était très bien. Et ensuite, après le Covid, ils ont dit que c'était pas très bien quand même. Que des fois, le jeu vidéo, c'est pas si ouf que ça. Donc, sur la circoncision, pareil. Et puis, je trouve que l'argument, pareil, se tient pas. Parce qu'à partir du moment où ça protège que du sida de 60%, effectivement, t'as la capote. Donc, il n'y a aucune raison, effectivement, qui nécessite ça. Et c'est un truc qui vient des States. C'est-à-dire quand le Danemark a essayé d'interdire la circoncision rituelle comme une mutilation génitale comme une autre, en 2016, je crois, il y a eu genre vote par référendum, 89% de la population était d'accord. Et l'ambassadeur des États-Unis est venu mettre la pression à la citoyenne qui était en charge de l'initiative citoyenne et lui dire on fera des sanctions économiques contre le Danemark si vous interdisez la circoncision rituelle. Et du coup, ça fait 8-9 ans que cette loi elle est en suspens parce qu'il y a des mecs aux États-Unis qui mettent la pression pour qu'on puisse continuer de couper des bites en paix. Et genre, faut que vous vous rendiez compte, genre, il n'y a personne sur Terre, il n'y a pas un parent sur Terre, un mec qui dit j'aime bien les zizi de bébé, je peux tenir celui du vôtre? Et les parents ils disent oui. Par contre, le mec il dit j'aime bien les zizi de bébé, si vous me laissez tenir le zizi de votre bébé, je coupe le bout. Et là, les parents ils disent oui, allez-y. Genre, juste parce que le mec il a rajouté je coupe le bout, ils disent vas-y, touche la bite de mon gosse, vas-y. Coupe, t'inquiète. Genre, ils réfléchissent même pas, les gens. Jamais ils toléraient que le mec il l'effleure comme ça du doigt. Mais pour la couper, il le laisse. Tu vois, pour la couper qui est 1000 fois pire, il le laisse. Très bien. Est-ce que tu Parce avais que quelque chose... c'est des enthousiastes de bites de bébé. Ça, j'insiste. Ça me C'est clair, rappelle, net, hein. j'avais vu une Alors, circoncision autant envie de le aussi faire, d'un mais- rabbin qui mettait ça dans sa bouche, il a été condamné, quel cauchemar. Kevin Merida qui pose une question. Ali Babal, peut-il dire un mot sur la team PDF? Voilà. Tu veux que je dise quoi? Je sais Ils sont pas. nécessaires. C'est mes êtres nécessaires. Ah, c'est vrai qu'ils sont nécessaires à maintenir leurs croyances à peu près stables pour eux, quoi. Mais bon, c'est Ouais, mais c'est au-delà de... des techniques qui consistent à gagner des hasanat, donc des bons points islamiques, en faisant perdre du temps à celui qui critique l'islam. Donc les mecs, ils ont vraiment un compteur, tu sais, dans la tête, et chaque seconde qu'ils te font perdre, pour eux, c'est un petit morceau de paradis en plus. Et tu penses que c'est pour te faire perdre du temps? Moi, je pense qu'ils y croient vraiment Non. à leur être nécessaire, là, contingent, Non, c'est machin. pour te faire perdre du temps, ils s'en battent les reins. Ah, tu penses qu'ils s'en foutent Ils à s'en ce battent les point? reins. Moi, je suis... Ils s'en battent les reins. Ah ouais? Les mecs, Ah, les mecs de bâtards. l'être nécessaire, ils sont musulmans. Les mecs de l'être nécessaire, ils sont musulmans. Il n'y a pas besoin de preuves pour croire en Allah. Il n'y a pas besoin de raisonnement rationnel, il n'y a pas besoin de raisonnement logique. D'ailleurs, pas un seul mot de leur PDF n'a été prononcé par Mohammed. Hein. À aucun moment, Mohammed il dit être nécessaire. Mohammed il dit pas être nécessaire, il l'a vu Allah. Mohammed il dit pas contingent, c'est je sais pas quoi. Il s'est fait étrangler par Gabriel en personne. Dans la grotte, quand il a eu la révélation, Gabriel il s'est allongé sur lui, il l'a étranglé là, comme Homer il étrangle Bart. Alors, le mec il a pas besoin de preuves. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils viennent juste utiliser l'être nécessaire parce qu'ils sont sous l'illusion que ce genre de raisonnement, c'est un raisonnement athée. Et qu'ils se disent, si on utilise le raisonnement athée, on va les piéger. Parce qu'on en a marre d'être sur la défensive, à défendre le mariage des enfants et le caca de Saouda. On veut que eux, ils se défendent sur leur propre texte. Mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils sont dans un paradigme islamique. Dans l'islam, le monde sait, toute la terre sait que Allah existe et que l'islam est la vérité. C'est ça le paradigme islamique. Il y a les musulmans qui sont honnêtes et qui l'acceptent. Et il y a les malhonnêtes, orgueilleux qui le savent, mais qui se sont alliés à Satan
et qui auront une place en enfer. Tu vois, c'est comme ça qu'ils voient le monde. Donc quand il parle à quelqu'un qui sait que Allah existe. Et la deuxième chose, c'est que dans l'islam, il n'y a pas d'athée. Il y a des gens du livre, chrétiens, juifs, musulmans, et il y a des polythéistes. Et c'est tout. Polythéistes et gens du livre. Donc ils veulent me parler en me prenant sur ma croyance. Et ma croyance, c'est l'athéisme. C'est comme ça qu'ils parlent. C'est vrai que pour eux, on est des païens. Hein. C'est vrai que ça revient souvent, ça. Vous êtes des païens. Oui, c'est ça, on est des païens. Je comprends pas pourquoi je suis un païen, mais c'est pas grave. C'est rigolo, ça. Et donc, comme moi, je prends le Coran, eux, ils vont prendre des textes de philosophes en croyant que l'athéisme, c'est la religion de philosophes grecs ou des Lumières. Ils croient que c'est ça mon texte de référence et que je le récite tous les soirs et que je mets la tête par terre et le cul en l'air pour les prier, ces textes, tu vois. Pour eux, il y a une tradition religieuse, nécessairement. C'est impossible que le monde ne soit pas soit païen polythéiste, soit gens du livre. Donc je rentre dans la case polythéiste, forcément, et donc j'ai un livre et je prie, et je fais des sacrifices, et je jette du lait, et... C'est comme ça que le monde, il est dans l'islam. Salut. Bonne D'ailleurs, donc, c'est ta meuf. Dans les textes... Non, c'est pas ma meuf. Dans les textes, ça parle des... Corrige, au cas où que madame regarde. Pardon. Vas-y. Dans les textes, ça parle des rites païens, tu vois. Genre, j'ai fait une petite statue pour prier mon petit Dieu. Et là, Allah a envoyé un chien uriner sur ma statue et j'ai compris que ce n'était qu'une statue, alors je suis devenu musulman. Tu vois, il y a des trucs débiles comme ça, pour vraiment dire que les païens, c'est des débilos, ils comprennent même pas qu'ils prient des statues, tu vois. Et pour rester dans ce discours, moi je me souviens, les imams, ils nous racontaient. Et les mécréants en Europe, vous priez Allah, eux, ils prient la télévision et Jennifer Lopez, tu vois. Ils parlent comme ça. Quel Dieu préférez-vous, Allah le Tout-Puissant ou Jennifer Lopez? Tu vois le délire dans, le veau d'or, dans le discours, tu as un dieu ou une déesse, nécessairement. Son dieu, c'est son téléphone. Toi, tu vénères l'unique Allah qui est le plus grand. Il est plus grand qu'un téléphone. T'as des discours comme ça, la mosquée. C'est vrai qu'ils sont surpris quand tu leur dis que t'as pas de texte, que la loi... Moi, quand on m'a dit tu respectes la loi, le machin, le code pénal et tout, je dis non, t'es pas obligé de respecter. T'as le droit d'être illégal. Mais si t'es illégal, t'assumes, du coup, devant la loi du pays où tu es, tu vois. C'est pas un interdit, c'est juste que t'as pas le droit de le faire, mais dans ce cas, tu seras puni. Mais tu peux le faire. Voilà, tant pis. Et ça, ils ont du mal à l'entendre aussi. C'est vrai que pour eux... Mais ça, c'est bizarre. Ça, c'est vraiment l'endoctrinement, comme tu dis. C'est le monde islamique, et comme tu le dis, si s'abreuve que de ça, tu finis enfermé dans un truc. Mais c'est pareil chez les complotistes. Moi, j'avais vécu ça à l'époque. Je te vois lever le doigt. D'ailleurs, j'ai pas vu que Jordanix est parti. Bonsoir, non, t'es pas parti, il est là. Toujours là. Ah. Je sais pas si tu veux rajouter autre chose, Jordanix, pour l'instant, ou pas. Sinon, je demande à Shana. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, je demande à Shana d'intervenir. C'est toi qui non, vas-y, enchaîne, t'inquiète. Eh bien, Shana, c'est à toi. Tu peux prendre la parole. Je vérifie que tu sois démuté. Shana, tu peux nous interpeller. Yes, je suis là. Alors, salut Babal. Salut Shana. Tu vas bien? Alhamdulillah Babal. Et toi? Ça va. Bonsoir Lazio Claudie. Bonsoir alors moi Shana. ma question... Pardon? Bonsoir Shana. Bonsoir. Pardon. Alors ma question c'est... Pourquoi tu parles tout le temps de l'islam? Ah, une question que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendue. Non, ça c'est un truc qu'on se reçoit tous. C'est une bonne question. Fatigant. Déjà, je parle pas tout le temps. Je parle un jour sur deux d'islam et je prends un jour de pause. Ensuite, je parle tout le temps d'islam parce que je suis désespéré. Je veux voir des résultats pendant que je suis vivant. Et donc, pour obtenir des résultats plus vite, il faut travailler plus fort. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ça me rappelle que tu Parfait. cette phrase. Vas-y, Shana. Et puis j'en ai une deuxième. Est-ce qu'il te reste des tocs ou des trucs, des résidus, quelque chose qui, genre, c'est devenu tellement une habitude que t'arrives pas à t'en débarrasser? Tu vois ce que je veux dire? Il y a le porc. Plus qu'un résidu, je dirais que c'est... j'ai pas envie d'essayer, quoi. Mais je pense que c'est un dégoût. Après, il y a juger les femmes sur leur sexualité. C'est-à-dire qu'on disait souvent, une femme qui a des relations hors mariage, c'est une tepu. Et ça, j'ai ce réflexe encore dans la tête qui me vient en premier réflexe. Il y a aussi la haine des homos et des juifs qui est toujours un peu ancrée, tu vois. Genre, quand tu penses à un homo ou qu'on te dit « je suis juif », t'as un petit cringe comme ça, qui est... je sais pas comment on dit, qui est hard-coded, en fait. C'est dans ta tête, tu vois. Donc maintenant, je l'ai plus. Évidemment, j'ai fait l'effort, mais c'est des choses qui restent comme une cicatrice. En fait, c'est un mécanisme, finalement. C'est réactif, peut-être, une forme de mécanisme de réflexion. En fait, juger les gens, tu vois. Maintenant, j'y pense plus, tu vois. Mais je le comprends tout à fait. Dans mes débats, des fois, les mecs disent l'homosexualité, c'est horrible. Tu vois, comme ça. Des fois, je m'imagine que mes voisins, ils font des trucs homosexuels. Et là, je me rends compte, je m'imagine pas. Les voisins, ils font des trucs entre deux tubs, j'y pense pas.
Mais effectivement, quand j'étais croyant, j'y pensais. Alors ça n'a aucun sens, pourquoi tu penses? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis ça permet peut-être de te rassurer en disant ils font des trucs horribles, etc. Donc du coup, alors qu'ils font que clapoter en feu. Hein. C'est très étonnant, effectivement, de penser à ça. Je vois pas l'intérêt. Et alors, Shana, vas-y, je te laisse continuer. Oui, du coup, merci. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous convaincre de lire ton livre qui va sortir bientôt? Il y aura des dessins. Il y aura un chapitre sur le bout. Il y aura un chapitre sur le fait que l'islam est une religion de science, de paix, de sagesse, de spiritualité et de médecine. Voilà. Il a été relu par les plus grands. Merci. Donc, il y aura Majid Oukasha. Tiens, je l'ai envoyé ou dans le script, Shana? J'ai pas vérifié. Tu me l'as envoyé? Peut-être. Tu m'as envoyé ton email? Bien sûr. Là, il est bien, il est relu, on est en train de finir les dessins et tout. Je pense pas que ça sortira pour Noël, mais à mon avis, dans les quelques jours, quelques semaines. Là. Ça va être des beaux dessins ou c'est des dessins à la psycho-couac? Ah non, c'est des bons dessins. Pour le coup, j'ai des pros qui me font les dessins, vous allez adorer. Je vous le dis direct. Par exemple, non, je vais pas vous dire, je vais pas vous spoiler. Non, faut pas. Et toi, Shana, t'as encore des... Mais il n'y a pas que des dessins, il y a des schémas scientifiques, il y a des graphes, évidemment. Je sais que Majid Oukasha adore les graphiques, du coup j'en ai mis un ou deux. Il y a des protocoles, donc des protocoles scientifiques, comment faire étape par étape des trucs islamiques. Il y a des analyses. Des protocoles scientifiques. Il y a tout, c'est vraiment un livre de science. Pardon, j'ai du mal à imaginer le protocole islamique, enfin le protocole scientifique, mais admettons, j'ai hâte de lire ça. Et Shana, tiens, je vais te poser la même question, et toi, t'as encore des tocs islamiques? Ça m'arrive, oui, parfois. Quel genre quels sont tes tocs à toi? Oui. Mais c'est surtout ce que, par exemple, ce qui va accompagner, par exemple, quand je vais discuter avec certaines personnes et je vais finir parfois mes phrases avec Inch'Allah, par exemple. Ou alors, comme ça, de manière imprévue. Excusez-moi du bruit. Par exemple, je vais, je sais pas moi, dire Bismillah, et ce genre de choses. Voilà. Donc oui, il me reste, mais c'est pas... Voilà. Après, t'as remarqué, quand on a des restes, c'est sur Allah. Sur Mohammed, on n'a pas de reste. Lui, on le déteste. Tout à fait. Très bien. Et alors, je vais demander dans le chat qui va vouloir prendre la parole dans... Il y a le H, c'est le H. Tu veux prendre la parole, le H? Je te vois là, tu dis ta mère en TN là, hein, tu viens là, le H, viens, ramène-toi. Qui voudra prendre la parole parmi les auditeurs donc dans le chat? Tac. Ah oui, alors question qu'on m'a posée aussi pour toi, je sais pas si c'était une réponse ou non. Boomer, après je t'ai vu sur Twitter t'exprimer là-dessus. Zioclo, qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il se passe en Syrie? Voilà. Attends, 30 secondes. Vas-y. Et en attendant, je remercie tous les donateurs qui m'ont envoyé des dons. Du coup, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Merci à Lucarno, à Fabrice Pellegrino. Donc, Lucarno qui dit bonsoir à Zio, bonsoir à Ali. Fabrice Pellegrino qui nous dit que c'est que le début, d'accord. Robert qui fait le dissident en dehors de la cagnotte. Il se met en dissidence et nous envoie un merci. Fabrice qui nous met non mais. Nous avons Vlad Vrunner qui dit quel verbe Ali Babal. J'adore t'écouter. Drôle du peu curieux qui est en dissidence avec un petit chibi. Lucarno qui met des petits sapins et des petits cadeaux. Octogone avec Lucarno, ça y est, le défi lancé. Je crois que là c'est le défi des dons qui sera le plus gros ce soir. Mahomet Catholique qui dit le don de Holyglop. Merci à Holyglop du coup. Merci à Sebos qui dit vive la Zioclodie et gloire à Babal. Lucarno qui dit soutien à la Zioclodie. Et drôle de peu curieux, la Jingle Bell, Jill Gueule Belle. Et je remercie aussi du coup sur Tipeee Stream, tac, Oltecana qui dit salut et bonne fête, Clément Framboise qui nous dit pour la magie de Noël en Zioclodie, et Noël qui nous dit cadeau de Noël, effectivement, et merci à Manapops qui m'avait fait un don hier, voilà. Tiens, il y a le H. J'espère que t'as une question quand même, le H. J'espère que ça fait longtemps que je t'ai pas entendu, le H. Un ami musulman. Le H, es-tu là? Si t'es venu, c'est que tu veux parler, donc tu te démutes. À mon avis, il va demander que je le débloque parce que j'ai Après, ça dépend des fois, il est un petit peu virulent aussi, le H, ça dépend des fois. Le H! Non, t'es pas muté là, apparemment, il peut pas parler. Normalement, il peut là. Il est muté, apparemment, il peut pas parler. On t'a démute, vas-y. Normalement, tu peux. C'est quoi ce bordel? Attendez, le H, on va mettre en intervenant.
Vas-y le H, tu peux normalement là. Là t'as aucune raison de pas pouvoir parler. Et s'il y en a d'autres qui veulent parler, comme L99, je sais pas s'il y a Snake, etc., Seb et tout, Gustave ou Hazer, n'hésitez pas à me dire. Toujours pas, ah, c'est bizarre ça par contre. Bah attends, essaye une dernière fois, sinon descend, remonte. Et je vais voir s'il y en a d'autres qui ont des questions. Et si dans le chat vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je suis juste venu pour vous insulter. Ah d'accord. Ah bah tant pis. Alors j'écoute. Ok, test des mute serveur, faut te démuter vocal. Bon on verra. J'écoute. Ok, tout le monde écoute. Est-ce que Hazer peut-être qu'Hazer a une question. Je ne sais pas, on va voir. Hazer, est-ce que tu as une question? Gustave, on va voir après. Bah en attendant, moi j'ai une question. Vas-y. Shana, est-ce que ça t'a donné envie de lire mon livre? Ah. Absolument. Absolument. En plus, il y aura des dessins, c'est parfait. Qu'est-ce que tu aimerais y voir comme sujet? Pardon? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le livre comme sujet? Ah, ben ton sujet favori. J'espère qu'il y aura le passage sur le caca. Ah bah, il occupe une place centrale. Bon bah c'est parfait. Ouais, j'ai hâte. Je pense qu'on a tous hâte de lire ton livre. Ouais. Ah, et bah justement, parce que bon, j'ai oublié, il y aura d'autres projets après le livre, peut-être? Bah déjà, je vais prendre l'argent des abonnés et me prendre une petite pause à Ibiza, parce que là, ça fait 6 mois que je pose dessus. Là, ça fait 2 semaines, je suis non-stop avec... Écoute, ce serait mérité. Alors, fais un faux procès à des youtubeurs de gauche ou de droite, comme ça tu peux faire une cagnotte aussi, si jamais. Nice. Ça marche, hein. Je peux te faire un procès, Yoclo. Ah, on peut s'arranger si tu veux, comme ça je fais une cagnotte de mon côté aussi. Bah ça peut faire des vacances pas mal pour nous deux. Oui, si tu veux, on se fait un procès. Voilà, non mais t'inquiète, chacun fait sa cagnotte de son côté, tu vois, avec nos publics, et après on se partage, pas de soucis. On peut se faire ça, avec grand plaisir. On va vacances ensemble. Bah avec grand plaisir. Tu me mets dans la valise ou pas, Babal? Si tu veux, on te fait un procès, Shana. Hein. Il y a moyen de se faire un procès en triangle comme ça? Je pense qu'il y a peut-être moyen de se négocier un truc. Il y a moyen. Il y a moyen de se faire un vrai truc. Du coup, bon, le H n'a pas l'air là. Je crois que Lightman, il voulait venir. Et j'ai une question avant Lightman qui a été posée par l'emmerdeur de foi que je remercie pour son don. J'arrive sur le chat, je suis athée, j'aurai une question pour Ali Babal. Selon lui, l'islam et son idéologie progressent ou régressent? Moi, je pense que ça régresse énormément. D'ailleurs, je pense que l'islam va disparaître. La question, c'est pas est-ce qu'il va disparaître, c'est comme toutes les idéologies débiles, hein, ça disparaît. C'est juste, est-ce qu'on va accélérer le processus et réduire les souffrances, ou est-ce qu'on va laisser faire et laisser le processus durer le plus longtemps possible? C'est tout, c'est la seule décision qu'on peut prendre. J'ai même l'impression qu'il régresse dans les pays musulmans, en fait, islamiquement radicaux, comme l'Afghanistan et tout, où il y a des largesses qui, me semble-t-il, ne seraient pas permis dans certains contextes. Alors, ça veut pas dire que c'est super, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, ça lapide encore, mais on va dire que, voilà, il y a des femmes qui arrivent à se balader, bon, elles se cachent, mais voilà, c'est un peu plus laxiste que prévu, quoi, donc peut-être que ça montre aussi une faiblesse de la possibilité d'appliquer ce genre de loi aujourd'hui. Gustave, qui a une question. Gustave, c'est à toi, en espérant que tu puisses parler. Je te laisse te démute. En espérant que ce soit pas un problème du serveur, comme des fois ça arrive. Non, c'est bon. Gustave, oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, on t'entend. Ouais, j'avais une question parce que en fait, quand je regarde les différents critiques de la religion, comme vous deux, j'entends beaucoup parler de circoncision, mais pas de l'excision. Alors que pour moi, c'est en fait, j'en parle moins parce que c'est déjà acquis dans l'esprit des musulmans que c'est une horreur, dans la majorité. Mais quand on entend qu'il y en a 98% des femmes qui sont excisées, par exemple, au Soudan... Oui, bah, je parle pas beaucoup à des Soudanais en général. Et en général, le musulman, il va me dire non, mais c'est culturel, c'est pas l'islam. Mais je peux t'en parler, hein. Je montre souvent les textes de loi sur l'excision et la circoncision. L'excision est recommandée, voire obligatoire dans l'islam, effectivement. Dans la loi, c'est ça. Il n'y a aucune punition pour le parent qui excise sa fille. Au contraire, elle est fortement recommandée dans certaines écoles islamiques, et dans d'autres, elle est obligatoire. Voilà, c'est clair et net. Et c'est dans les textes? Oui. Ah oui, quand même. Aïcha, 9 ans, la femme du prophète Mohammed, 53 ans, était excisée. Ah. Et elle faisait exciser des petites jeunes chez elle. Il y a des hadiths qui en témoignent. D'accord. Donc il y a une recommandation, et en plus de ça, une très forte tolérance à cela. C'est-à-dire, Mohammed a dit, ne coupez pas trop court quand vous excisez, parce que c'est un honneur pour la femme. Voilà. C'est honorable pour la femme de se faire exciser. C'est incroyable. Oui. Et il y a même des manuels, il y a des dégénérés islamiques qui aiment les parties génitales des garçons et des filles, qui ont fait voilà, des manuels où on peut voir comment couper proprement. D'accord. Oh.
Okay, avec des dessins et tout, comme dans mon livre. Après, c'est vrai que Gustave, dans l'idée, majoritairement en France, il y a très peu d'excision, me semble-t-il. C'est très très rare. Et par contre, ça, j'en serais pas si sûr que toi. Ouais, mais je pense qu'il y en a, mais genre, ça doit être très marginal malgré tout, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on voit toutes les semaines. En mode, ah, t'es une fille excisée. Ah, bah, je savais pas. Par contre, la circoncision, c'est tout le temps, en fait. Je veux dire, voilà, tu vas dans une classe d'enfants, bon, bah, t'auras sûrement 3-4 circoncis minimum, qui soient d'ailleurs ou non juifs, musulmans, des fois pour d'autres raisons, on n'en sait rien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu très accepté. Donc, du coup, il y a peut-être une urgence à traiter ça, ce qui amène directement l'excision, par contre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Enfin, oui, je pense. Parce que l'excision étant un peu plus grave aussi, plus destructeur, je crois, pour la femme. Donc, forcément, on en découle aussi dessus. Mais, ok. Est-ce que tu avais une autre question, Gustave, peut-être? Oui. Vas-y, profites-en. Pourquoi? Pourquoi il y en a qui font ça? Parce qu'ils sont soumis à l'autorité religieuse. On leur dit, Allah a dit coupe la bite, bah ils coupent la bite. C'est ça l'autorité religieuse, c'est Allah a dit que tu le fais. D'accord. Pareil mais pour c'est pas Allah qui vient le dire, c'est un homme qui porte une barbe et une robe qui te dit Allah a dit que. Oui, voilà, oui. Ça, je suis d'accord. Et c'est ces gens-là qu'il faut remettre à leur place. Toute personne qui utilise l'autorité religieuse en public, il faut la remettre à sa place. C'est ce que je fais dans mes lives. Oui, j'ai constaté ça. Bon, merci à vous. Merci à toi, Gustave. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Qui, moi? C'est pas mal ça, merci. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un lion. Et alors tiens, petite question pour savoir, Marvel Fitness, je crois pas qu'il soit musulman, je suis pas sûr. Du coup, je me pose la question. Et est-ce que tu as été étonné de sa réaction, de voir que, voilà, critiquer l'islam, c'est quand même très compliqué et que très mal perçu, voire islamophobe. Est-ce que tu as été surpris ou pas du tout? Non, c'est la base, mais moi je pense pareil. Moi j'ai donné ma théorie à Casus et à Maïr, mais ils m'ont pas cru. C'est ma petite théorie personnelle que personne ne croit, mais je pense que Marvel il déteste l'islam et qu'il voulait me donner l'opportunité de le salir. Voilà. Ah, c'est pas faux. Mais qu'il assume pas le faire lui-même. C'est ça que je pense. C'est pas parce qu'il m'a pas l'air d'être un débile du tout. Et puis il était d'accord avec toi quand même pas mal de fois aussi, malgré tout. Donc, s'il disait non, on fait pas ça. Il veut pas se mettre sa communauté à dos, mais en même temps, il veut transmettre mon message. Et c'est pour ça qu'il m'a laissé parler. Et il a prétendu que lui, il était pas d'accord. Comme ça, les musulmans, ils lui cassent pas la tête de son quartier. Et en même temps, il me donne de la visibilité. Très bien. Et là, ça a bien aidé. Je pense vraiment qu'il n'est pas débile de ce que j'ai eu comme interaction avec lui. Mais après, je le connais pas trop. C'est surtout moi qui parlais. Mais... Désolée, Alibaba, pour une fois, je veux pas être d'accord avec toi. Personne n'est d'accord avec moi, mais je vous dis, c'est ce que j'ai ressenti. Après, c'est un bon outil. Ça, je suis d'accord. Un bon outil, c'est-à-dire, tu peux préciser? Pour taper sur l'islam. Ah, après, vas-y. Moi, j'ai été invitée par lui. J'ai vu son message. Mais j'ai visité rapidement sa chaîne. Je voyais pas l'intérêt, en fait, de parler avec aussi. C'est intéressant, ça. Oui, j'ai eu sur son message sur X. J'ai pas donné suite, même pas répondu. Mais je vois pas... J'ai pas vu le rapport entre... c'est-à-dire le sujet, les apostats, la critique de l'islam, avec ce qu'il fait lui. Voilà. D'accord. Je sais pas... après, moi je pense qu'avoir l'opportunité de donner des messages forts sans que personne n'ait le moindre argument pour s'y opposer, moi je pense que c'était un joli coup marketing. Oui, je pense que tu as bien fait. Puis ça touche un public qui n'a pas l'habitude. Je pense que tu es la meilleure personne, enfin je trouve, tu étais le mieux placé pour... Allez Babal, le faire valoir prodige a encore frappé. Puis c'est une bonne idée dans le sens où tu touches un public qui n'est pas du tout dans ce sujet-là. Avec mon caractère, je pense que je l'aurais... plus sensible. Un caractère de cochon, Chana. Non, mais j'aurais eu moins de patience que toi. Franchement, chapeau. Je te félicite pour ton calme. T'as pas été musulmane? Fasber sabran jamilan. Je pense que c'est pour ça que j'ai aussi apostasié. Ouais, je pense que c'est ça aussi. C'est pour cette raison. Et quand est-ce que vous allez chez Bad Mulch? Ça peut être pas mal aussi. Je sais pas si vous avez vu le débat hier avec Cassius, mais c'était intéressant. Non, vous l'avez peut-être pas vu, mais je vous conseille d'aller voir, c'était fortement intéressant. Mais par contre, je pense que tu as raison sur un point, c'est que ça touche un public qui à la base n'est pas intéressé ni par la religion ou par la critique des religions. Et effectivement, d'aller chez Marvel, ça te permet de toucher un public qui est pas censé être la cible de base, donc c'est plutôt pertinent. Et j'ai l'impression justement que ça avance petit à petit, donc les ouvertures de ce type-là sont plutôt bonnes à prendre. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Shana, ou pas?
Une dernière question, une dernière intervention, et je vais poser la question à tout le monde aussi. Pardon? J'ai pas entendu. Est-ce que tu as une dernière intervention, une dernière question à poser, Shana? Vive l'apostasie, voilà, c'est tout. Liberté, réfléchissez, voilà, les gens. Voilà. Liberté, réfléchissez. Et Jordanix, est-ce que tu as une dernière question à poser à notre invité? Une dernière intervention, quelque chose, si tu es encore là, si jamais tu n'es plus là, je ferai sans toi, mais je vois que tu es là, donc tu peux y aller. C'est à moi? Oui. Eh ben, je crois que ça va être sans moi parce que j'avais une question et je m'en souviens plus, donc je suis désolé, les gars. Ah bah pas de souci, j'ai aussi oublié la réponse, du coup. Il y a Snake qui veut parler, Zio. Ah, il y a Snake, j'avais pas vu. Parfait. Ok, je donne la parole à Snake et merci. Hop. Ah, attends 2 secondes, Zio-Claude, je l'ai Vas-y. trouvé. Eh ben vas-y, fonce. Et Ah, après, voilà. après c'est un Snake. Vas-y, monsieur. Ça va être rapide. Qu'est-ce que tu penses du live, du débat entre Acermandax et le coraniste? À titre personnel, j'ai trouvé laborieux. Toi, je voulais savoir ce que tu en as pensé. Bah, j'ai trouvé laborieux aussi. Moi, j'aurais pas accepté elle comme coraniste. Mais je pense qu'il a fait une grosse erreur que j'aurais souligné si je l'avais eu sur TikTok. Parce que de temps en temps, j'accepte les coranistes quand même. Hein. Je suis gentil, moi, c'est ça mon point faible. Il a fait une erreur, c'est qu'il dit souvent, je crois qu'il disait un truc du genre, les droits de l'homme, on les trouve dans le Coran, ou tout ce qui est progressiste aujourd'hui, ça se trouve dans le Coran. Il avait dit un truc comme ça, non? Ou pas? Oui, en gros, oui. C'est Je une sais sorte plus exactement, mais d'ébauche si. des droits de l'homme, oui, c'est un peu ça. Et en fait, il comprend pas que c'est un compte sans camp, parce que ça sous-entend qu'une fois que les êtres humains ont un système comme l'humanisme, les droits de l'homme, la démocratie, on peut le trouver dans le Coran. Ça sous-entend que le Coran, il a toujours un temps de retard sur ce qu'on a. Donc oui, par concordisme, on peut faire concorder le Coran avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est pas un miracle. Le miracle, ce serait que la société de demain, on la trouve aujourd'hui dans le Coran. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve juste la société d'hier, qu'on a déjà. Donc ça avoue que Allah, il a un temps de retard sur les humains. Et pourquoi il a un temps de retard sur les humains? Parce que c'est pas un dieu. C'est un texte qu'on fait concorder à la réalité. Je pense que le simple fait qu'ils disent qu'on puisse les trouver et pas qu'on les trouve en avance, pour moi, c'est un échec, quoi. C'est-à-dire que le texte n'est pas assez clair pour qu'on ait un modèle de société idéale. Je veux dire, sur la base de sa compréhension du Coran, je doute que Timéra puisse proposer une société meilleure pour demain. Voilà, quel article de la Déclaration des droits de l'homme on peut améliorer sur la base de sa compréhension du Coran? Il peut pas. Peut-être qu'on en améliorera demain ou qu'on en rajoutera demain. Par exemple, je dis ça au pif, hein, le droit à l'intégrité physique, on mettra ça dans le droit au sans coup de fouet. Oui, ou le droit au sans coup de fouet. D'ailleurs, dans mon chapitre, Shana, il y a un chapitre tout entier sur les droits des femmes en islam. Je fais la liste. Ah, c'est cool. Bah écoute, vraiment, j'ai hâte, hein. Ça finira en livre référence. Ah oui, et du coup, tu vas le Du coup, ça t'a répondu du coup aujourd'hui? Ah, pardon. Oui, c'est bon, oui, t'inquiète, ouais, ça me va. Mais pour moi, c'est laborieux parce que quand on parle de Allah et de sa divinité, bah, Allah, c'est le plus gros homme de paille de l'islam. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est pas moi qui a dit de te fouetter, c'est Allah. C'est pas moi qui a dit de frapper, c'est Allah. C'est pas moi qui a dit que je pouvais avoir 4 femmes, c'est Allah. C'est le plus gros homme de paille. T'es pas content, tu me parles pas à moi, tu parles à Allah. Et c'est pareil dans le débat. Non mais Mohamed, le voile, c'est une histoire de caca. D'accord, mais est-ce que Allah est un dieu? Allah, c'est un homme de paille. Parce qu'on peut rien prouver sur Allah. On sait même pas s'il existe, on sait même pas c'est quoi sa définition. À chaque fois, tu peux dire non, mais parle pas à moi, parle à Allah. Mais c'est vrai que j'ai été déçu par Acermandax parce que effectivement, c'est un coraniste, Timéra. Mais il aurait pu évoquer les 100 coups de fouet. Là, il aurait été bloqué, tu vois, Timéra. Mais il a même pas évoqué ça, Acermandax. J'étais dégoûté, quoi. Bah, il connaît pas le sujet, peut-être. C'est pas sa faute. Oui. Moi, oui. C'est pour ça. Ouais. C'est pas sa Moi, je peux pas débattre spécialité. du christianisme ou quoi. D'ailleurs, 100 coups de fouet, c'est mon copyright. Hein. Très bien. Snake. Ah, c'est la méthode Alibaba. Snake, c'est à toi. Attends, Shana, du coup, désolé, je t'ai pas laissé finir. Oui, c'était juste une dernière petite question, désolé. Hein. Vas-y. Et puis je vous laisse. C'était... je l'ai oublié. Voilà. Ah bah, super. Hein. Ça reviendra juste après. Mais vous êtes en couple, toi et Jordanix, ou pas? Vous avez l'air d'être en couple? Non. Vous avez les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes. Hein, c'était en rapport avec ton livre en plus. Ah, j'avais parlé du chapitre sur les droits des femmes. Oui, et ouais, non, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, D'ailleurs, j'explique dans le chapitre. C'est bon, je l'ai retrouvé. C'est bon. Pardon.
Du coup, on va le retrouver où ça va être sous quel format Je vais communiquer, mais ce sera sur Amazon KDP, je pense. Donc, tu pourras l'avoir soit en e-book pour pas cher, soit en format papier pour très cher. Dans tous les cas, ça me permettra de me commander à manger le soir. Nickel. Bah voilà, c'était ça ma question. Ok, super. Bon, voilà, c'est cool. Et merci et bonne soirée, bon appétit et à bientôt. D'ailleurs, pour l'anecdote, si tu veux, avant que je fasse la prochaine personne, j'ai envoyé le script à Gmailgram, qui l'a lu. Et je lui ai demandé un feedback constructif, ceci, cela, dans quel ordre, est-ce que l'histoire est cohérente, est-ce que t'es paumé, est-ce que tu t'es amusé. Et il a tout lu. Et pour chaque chapitre, pour chaque page limite, genre, il m'envoie un vocal pour me dire « J'ai trouvé cette page super drôle. » Et du coup, c'est sympa, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Et en fait, il l'a fait. Je dis, ouais, le chapitre sur ça, il est super drôle. Et après, il m'a dit « Putain, ouais, ce chapitre-là, il est super drôle. » Je peux rien faire avec cette info, mais il m'a dit ça. Validé par G1000 la classe. Je salue d'ailleurs. Et bonsoir, il va passer par là, c'est sûr. Et bonsoir Snake, c'est à toi. Ok, du coup bonsoir tout le monde. Bonsoir. Du coup j'avais une question plus pour les apostats en général et les connaisseurs en islam qui sont présents ici. C'est en fait, vu que le sujet revient pas mal, je me demandais, j'ai croisé par une pérégrination sur internet pas mal de musulmans qui tentaient en fait de justifier le Coran de manière scientifique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'expliquer les choses, mais pas de manière en ouvrant le livre en disant bah là c'est écrit là ou quoi. Alors, mais en disant ouais c'est. Enfin vas-y Belle. Non mais je plaide coupable. Hein. J'ai écrit un livre de 300 pages pour expliquer l'islam de manière scientifique, donc je peux pas le reprocher. Ok. Ouais parce que je me demande en fait justement bah tiens vu que t'es concerné tu vas peut-être m'expliquer un peu le phénomène parce que je comprends pas. Je vois en fait pourquoi et tenter d'expliquer un livre saint de manière avec la science en fait parce que genre c'est un peu le principe de la croyance en général non c'est rien de scientifique parce que c'est des gens qui ont envie d'avoir de bonnes raisons d'y croire et ils en ont pas du coup ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Oui ça on est d'accord mais tu vois c'est en fait ce qui me fascine vraiment c'est cette façon qu'ils ont comme tu dis en fait de s'accrocher à ça et de dire ouais, non, mais regarde, c'est écrit là, et là, ça se relie à la théorie des cordes, et ça, c'est quantique, machin. Alors que normalement, dans l'islam, on n'est pas censé ne pas interpréter le bouquin. Je sais pas, je t'ai dit ce que j'avais dit. Il se raccroche. Ok. Ouais. Ah, voilà, c'est ma question, du coup. Très bien. Petite question du chat. Alara qui est Dragon Heart qui demande Salut Ali, question rapide. C'est vrai que dans l'islam, c'est interdit de représenter les humains, alors qu'en est-il des télés et autres écrans? Ah oui, alors ça c'était un gros délire. Hein. Là où je vivais, on n'avait pas de technologie. Parce que la technologie était d'innovation et l'innovation vient du diable. Donc il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Car on a commencé à faire des concessions avec la télé et le frigo quand on a commencé à leur dire non mais en France, vous allez voir, c'est bien et tout. Et en fait, c'était interdit. Et dans les années, je crois, 50, 60, il y a les autorités religieuses saoudiennes qui voulaient moderniser un peu le pays et les gens ils voulaient pas de technologie mécréante du diable. Et du coup ils ont dit non mais la technologie est autorisée car elle permet de véhiculer le message de l'islam. Et comme par magie les gens ont commencé à acheter des télés. Voilà. C'était la petite anecdote. Et autre question du chat. Question un peu perso. Ça t'ennuie pas d'entendre 1001 questions différentes mais globalement semblables et n'entend que 5 à 10 réponses toujours les mêmes? Voilà. Question. Je comprends pas la question. En gros, est-ce que t'en as pas marre d'entendre toujours les mêmes questions, les mêmes rhétoriques, finalement? Est-ce que c'est pas un peu lassant? Moi, je suis un prof, hein. Je suis le meilleur imam de France, je vous rappelle, donc mon titre, il est pédagogique. Et je sais que pour obtenir des résultats, il faut de la discipline et de la rigueur. Donc, je vais répéter le message jusqu'à que j'obtienne des résultats. Et si je n'obtiens pas de résultats, c'est que la méthode n'était pas bonne. C'est pour ça que j'améliore la méthode et que je pique à gauche et à droite. Mais à la fin, on fait quelque chose qui est nouveau. Hein. On part avec très peu de bases, tous ceux qui débattent sur l'islam, qui critiquent l'islam. On n'a pas beaucoup d'expérience sur le sujet. C'est ce que je disais, il n'y a pas grand monde qui le faisait. Hein. D'ailleurs, je vous mets au défi, et là c'est un vrai défi, de trouver sur Terre, sur la Terre entière, les 8 milliards d'êtres humains, les 2 milliards de musulmans de 70 000 sectes, un seul imam qui met à l'écran la biographie de Mohammed et qui la lit, à part moi. Un seul, il n'y a pas. C'est-à-dire que même la base, qui est de lire les textes,
Mais lire les textes, hein. Trouvez-moi un seul imam qui met à l'écran un verset du Coran et qui met en parallèle le tafsir, l'explication des savants, et qui les lit en même temps. Ça n'existe pas. Parce que lire le tafsir, c'est prendre le risque de tomber sur le cul de Zainab et le caca de Saouda. Eh ben oui, c'est prendre le risque de tomber sur toutes les têtes coupées. Et c'est pour ça qu'ils le font pas. Trouvez-moi en un. Ces gars-là n'existent pas. Donc, c'est tout nouveau ce qu'on fait. C'est frais. Si quelqu'un d'autre l'a fait, je m'excuse d'avoir rabaissé son travail et je lui tire mon chapeau et je le remercie. Et j'aimerais le voir. Ou parfois, tu sais, les gens, ils n'ont pas l'esprit marketing. Ils disent, je fais pas ça pour la gloire. D'accord, mais si tu fais pas ça pour la gloire, il y a 100 personnes sur ta chaîne YouTube. Tu vois, le problème, c'est que tu as un message à transmettre, mais tu te bats pas pour que les gens l'entendent. Tu es obligé de faire ça pour la gloire. Tu es obligé, à un moment ou à un autre, d'essayer de passer à la télé, d'essayer de vendre un truc, parce que c'est le nerf de la guerre. Si tu restes humble et invisible, bah, tu vas jamais faire la différence. Tu vas rester dans ton coin et tu vas faire ta propre thérapie. Je te le reproche pas. Mais si ton objectif, c'est de fracasser l'islam et de faire changer les choses, comme dirait mon très cher ami, sortez-vous les doigts du cul. Voilà. Effectivement. Et alors, Kamikaze qui pose une question. Est-ce que ton livre ne sera pas trop polémique? Est-ce qu'il y aura des caricatures finalement dedans? Non, il n'y a pas de caricature. Aucune caricature. D'accord. Je dis, c'est un livre scientifique, écrit par le plus grand imam de France, qui explique, avec des faits scientifiques et rationnels, tous les enseignements de l'islam les plus connus. Très bien. Voilà. Et il n'y aura pas de caricature, il n'y aura pas de Mohammed, on ne représentera pas d'être humain entièrement. Ce sera de la science islamique expliquée plus clairement que d'habitude. Voilà. D'accord. Stéphrakas qui a une question. Que penses-tu de la Taouria? Alors, je sais pas. La Taouria de Kitman et de la Mourouna. Excusez-moi, là, je connais pas. Moi non plus. Je suis désolé. Ouais, là, je découvre. Avec ces outils, peuvent mentir, avoir de la mauvaise foi en accord avec leur Dieu. Comment débattre? Alors, en gros, ce seraient des outils. Voilà, pour parer le débat. La Mourouna et la Taria de Kitman. Du Kitman. Je connais pas. Je comprends rien à la question. J'ai pas compris. Si la question c'est comment devenir bon en débat, la réponse c'est la pratique. Voilà, c'est une très bonne réponse. Et Mohamed Catholique, ce sera la dernière question de la soirée. Yeux clos, qu'est-ce qu'il fera quand il aura fini de lire la bio de Momo? A-t-il d'autres projets? Bah bien sûr. On a tous les dégénérés d'islam qui ont écrit des livres. Hein. Je veux dire, une bibliothèque islamique, c'est un mur entier. Vous les voyez derrière les imams. Les imams, ils l'affichent. Moi, je la lis. C'est ça la différence. Est-ce qu'il y a une collection pour, tu sais, comme les livres voilà, qu'on achète, les encyclopédies et tout, pour avoir des livres d'imams? Oui, tu as par exemple la collection de ça qu'on se demandait. les chroniques de Tabari, qui est l'histoire de l'univers de A à Z, 7 volumes, chaque volume à 1000 €, je sais pas combien. D'accord. Tu as Al-Bidaya wa Nihaya, le commencement de l'univers jusqu'à l'arrivée de Mohammed par Ibn Kathir. Tu as des grosses collections comme ça et chacune elle coûte tellement cher, c'est inaccessible. C'est pour ça d'ailleurs que les musulmans ont été ignorants de leurs textes pendant si longtemps, parce qu'ils étaient accessibles qu'aux gens riches et avec du pouvoir. Très bien. Mais Et du coup, on l'enseignait, on disait, t'as pas besoin de connaître. Demande à ton imam, demande à ton homme de science. On a enseigné ça pendant 1400 ans. C'est pour ça que maintenant, les musulmans, ils gardent ce réflexe. Ils disent, non, mais moi, j'ai pas la science. Moi, je suis pas imam. Moi, j'ai pas étudié. Parce qu'il faut étudier pendant 10 ans de sa vie pour savoir comment faire caca en direction d'un mec, tu vois. C'est chacun son délire. Très bien. Et bah parfait. Bah alors du coup, et ton plus grand rêve du coup, c'est quoi finalement? C'est de défoncer l'islam. Qu'est-ce que c'est ton plus grand rêve par rapport à tout ça? J'ai pas réfléchi, mais j'aimerais bien manger ce que je veux tous les jours jusqu'à ma mort. Petit kebab. Ouais, je comprends. T'as bien raison. T'as raison. Et bien. Parce que j'avais pas ce luxe, hein. J'avais pas ce luxe avant. D'accord. Ouais, donc. Je me souviens, comme je vous dis, la série c'est vraiment en Corée du Nord. J'ai eu de la chance parce que les gens se sont énormément sacrifiés pour que je manque de rien. Mais malgré ça, je sentais qu'il y avait des sacrifices. C'est pas facile ce genre de pays qui ont été détruits par la dictature pendant 60, 70, 80 années. Et manger à sa faim, c'est un luxe, vraiment. Je suis content. Et c'est pas Allah qui nous l'a donné pour le coup. Merci la science et la technologie humaine. Et t'aimerais retourner en Syrie un jour, quand même? Je suis plus trop attaché, moi. Et puis c'est un pays musulman, tu vois, majoritairement. Donc. D'accord. Mais si jamais ça venait à évoluer positivement. Oui, bien entendu. J'ai très envie que ça évolue, et que je puisse avoir une relation normale avec ma famille, avec ma société dont je viens, tu vois. Mais après, je me sens plus français qu'autre chose. Hein. Et puis c'est un beau pays, la France, hein. Je comprends. Surtout Roubaix, hein. Un peu, t'es quand même très région centrée, quoi. Chacun, c'est pas grave, tu as bien raison. En tous les cas, je remercie Ali Babal d'être venu en Zieux Claudie. Si vous voulez retrouver Ali Babal, vous connaissez peut-être pas, vous dites, bah attends, mais c'est qui ce monsieur? Moi,
Il a une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui est, du coup, sur YouTube. Il a aussi un TikTok, hein, si je dis pas de bêtises. T'as un TikTok ou pas? Attends, je suis même pas sûr. Bah oui. Mais tu fais des lives sur... Ouais, je fais live TikTok tous les samedis à 19h et après je rediffuse sur YouTube la semaine. C'est pour ça que je les vois pas sur TikTok, je suis bête. Mais voilà, la chaîne YouTube Ali Babal, Sagesse d'Islam, et sur TikTok aussi, que vous retrouvez le samedi soir en direct, et sinon en rediffusion du coup sur la chaîne Ali Babal, que vous voyez régulièrement sur les internets. Et merci Ali Babal de ta venue. Moi j'ai une question. Vas-y. Pourquoi tu m'as invité? Parce que en vrai, j'ai invité beaucoup de monde de la sphère Aposta déjà, et que toi... La confrérie. Et que toi, je sais pas pourquoi je t'avais pas invité avant, je crois que je t'avais contacté un premier temps. Je crois qu'on n'a pas dû confirmer le rendez-vous, c'est un peu comme avec Adela où des fois c'est un peu galère et tout, plus de mon côté il me semble, et je t'ai recontacté il y a pas longtemps parce que tu m'avais invité, et que j'aime bien ta méthode, tu me fais bien rire aussi. Alors je sais que ça va pas t'aider pour ton livre comme Milligramme, mais en tous les cas, l'humour pour moi c'est un très bon levier, je trouve, pour la réflexion, et quand c'est bien utilisé, voilà, et c'est pour ça quoi en fait, j'aime bien ta méthode. Moi je pense à la fin c'est ça qui va fracasser l'islam, c'est pour ça que c'est interdit d'ailleurs, de caricaturer, de se moquer. Parce que quand les gens, il n'y a même pas besoin d'humour. Vraiment, c'est pour ça, je dis, c'est pas blasphématoire. C'est pas trop blasphématoire, mon livre, parce que il suffit de dire les choses comme elles sont, et ça suffit. Et les imams, ils maîtrisent très bien l'art de ne pas dire les choses comme elles sont. Ouais, mais t'as un humour, quand même. T'as un truc, que tu veuilles ou non. Non, oui, je dis, c'est l'humour qui va fracasser l'islam. Ah, d'accord, ok. Oui, parce que, je croyais que tu disais, il n'y avait pas besoin de faire d'humour. Mais je mets des blagues, et j'ai de l'humour, c'est ma personnalité, mais je fais exprès d'en mettre une dose supplémentaire. Pour montrer que même face à une autorité religieuse violente, on peut juste bien se marrer. Hein. Et d'ailleurs, des fois, le musulman en face, il rigole. Hein. T'arrives très souvent. C'est ça aussi, c'est que c'est des êtres humains comme nous qui vivent dans nos sociétés, donc forcément, ils vont être touchés par l'humour. Et c'est aussi ce qui est intéressant aussi comme exercice, parce que je pense que ça les fait réfléchir. Après, quand t'as un imam Majoubi, tu vas pas réfléchir, tu vas sur ton business. Mais quand c'est des randoms, on va dire, c'est possible en fait. Et je pense que même sur des Shaban, des trucs comme ça, qui sont des pseudo-autorités TikTok ou autres, je suis quasiment persuadé que ça fonctionne en fait par moment, même si ils peuvent pas le dire parce que l'islam leur interdit, hein. Mais je souhaite à tous la liberté de l'apostasie. Donc voilà, mais je t'ai invité, ouais, parce que je trouve que la méthode est efficace, et je peux pas inviter tous les apostats, mais si jamais vous êtes apostat un jour et que voilà, je vous ai pas invité et que vous voulez que je vous invite, n'hésitez pas à me contacter, ce que je peux oublier. Mais voilà, j'essaie d'inviter tous ceux qui me paraissent pertinents. J'ai invité Adela, j'ai invité Shana aussi, 2-3 fois aussi à participer aux émissions. Je crois que j'avais fait une petite interview, j'ai invité un peu tout le monde, et à l'époque j'ai invité Souleymane, j'ai invité pas mal de monde qui ne sont des fois même plus là sur YouTube, et c'est un sujet qui m'intéresse énormément, l'apostasie, parce que moi j'étais en dérive sectaire, j'ai été religieux aussi un petit peu, et du coup je considère que oui, c'est un combat plus qu'important, voilà, qui est très lié aux dérives sectaires pour moi, donc, parce que pour moi c'est une secte, mais comme toutes les autres sectes, donc voilà, tout simplement. Merci pour l'invitation et les questions, j'espère que tu as eu ce que tu voulais. Moi, ça m'a fait très plaisir. Et moi, c'était avec plaisir aussi. Alors, je cherchais pas forcément beaucoup. Moi, je voulais apprendre à savoir qui t'étais un petit peu aussi, le parcours, etc. Et je trouve ça intéressant que les gens puissent apprendre à te connaître. Et je pense qu'ils iront découvrir du coup les débats et aller voir. Je pense que vous rigolerez bien. Il y a des belles situations. Et en plus, voilà, tu gardes un calme plutôt olympien qui donne un beau décalage, le fameux contraste. Et c'est plutôt très cool. Et allez voir avec Marvel Fitness, hein, je vous le recommande. J'ai pas fait de react, mais... Ah, t'as une question? Allez, la dernière. Et après, on s'en va. Raziel, c'est à toi. La dernière question de la soirée. Ouais, salut. Salut Babal. Moi j'avais une question, c'est en rapport à le poster d'Alice derrière toi que t'as dans les lives. Est-ce en rapport, un petit clin d'œil à Aïcha par hasard? Aïcha au pays des merveilles. Ouais, non, mais comme il y a Lewis Carroll, il avait écrit Alice au pays des merveilles parce que il était amoureux d'une petite fille de 10 ans et donc il avait écrit ce livre. C'était pour ça. Ah d'accord. Non, c'est juste que je trouve que elle fait bien pour mettre le ton et le contraste. C'est pour ça que je prends Doudou, Alice, pour faire le contraste avec le mec violent en face parfois, le discours violent. Ok. Merci. Mais maintenant que tu me l'as dit, ce sera la raison. Très belle ref. Hein. J'y ai pas pensé à ça, effectivement, Raziel. En tous les cas, merci à Raziel, merci à tous, merci à Ali Babal, merci à Shana, Jordanix et à tous les auditeurs qui sont passés en vocal, merci à tous les donateurs. Je vous invite à retrouver Ali Babal, c'est dans la description, dans le titre aussi, vous pouvez cliquer dessus directement, normalement ça vous y conduit tout de suite. Attendez, non, le tag c'est enlevé, ça c'est restream. Et puis du coup, nous on se retrouve lundi en direct, normalement si tout va bien, hein. Et puis du coup, je pense que ce sera tout pour ce soir. Là, je vous dis, voilà, mon micro
se casse la figure. Et on se retrouve lundi. Donc merci Ali Babal, merci à tous. Et on va se dire au revoir. Je conclue l'émission ainsi. Je vous invite à tous mettre des pouces bleus, des bisous et à lundi.